Peut-être dans même déjà. Allô? Oui, bonsoir Tata Loulou, c'est Valérie Hans. Oui, c'est bon, moi je suis en direct. Oui, je te vois. Il faut arrêter l'autre poste récepteur, hein, sinon ça va embrouiller la communication. D'accord, c'est coupé Voilà, il faut couper complètement. le son. Bon, les gens vont C'est continuer à partager, coupé s'il vous totalement. plaît. Partagez, bon, commence déjà à parler, ils vont regarder ça après. Commence déjà à parler, ils vont partager, ils vont venir au D'accord. fur et à mesure que tu racontes. Je suis très fatigué parce que là, c'est un sacrifice. On dit souvent, quelqu'un peut mourir, l'histoire de quelqu'un passe. Dans moi, derrière ça, c'est un sacrifice. Je suis vraiment, vraiment fatigué. Donc, je vais seulement le C'est temps de vrai. t'écouter. Même dans tes yeux, ça se voit que tu es fatigué. Ça se voit. Ok, on t'écoutons alors. Les gens sont connectés, ils vont écouter. Oui, Annie Vadiva, c'est D'accord, donc je Valérie là. reprends. Il y a une fille qui t'a reconnu ici, Annie Vadivas. Elle demande si c'est Valérie qui était à quoi. J'ai dit oui. Vas-y Oui, c'est Valérie. moi. Vas-y, Oui. Donc je vais commencer à partir de la grossesse parce que si je commence depuis le début, ça serait très très long. Donc quand j'arrive en Polynésie, où je tombe enceinte, auparavant, Ferry Eric, il est ancien marin. Il m'avait présenté deux filles, une femme camerounaise d'un certain âge et une fille mariée avec un non, non, gendarme attends, là-bas, elle reste, avait attends, deux reste. enfants. Commence au début. Et, Commence au début. Tu sais, quand on raconte nos histoires ici sur Accord ouvert, on ne raconte pas comme ça. On raconte avec plus de précision pour que les gens puissent voilà, pas de comprendre. Tu dis souci. Thierry Eric. On ne sait pas qui est Thierry Eric. On ne sait Oui, pas qui. donc Ferry Eric, c'est un homme que j'ai rencontré au Cameroun un 21 juin 2004. Donc ça se passait bien. J'ai cru en l'histoire de couple. Mhm. Oui, Mais si tu veux suivre le direct donc en même temps que tu parles, ça va détruire la communication. Éteins ton téléphone, tu vas revenir suivre ça d'accord, après. Et tu vas t'empêcher, on ne va pas d'accord, écouter. d'accord. Donc Mhm. je l'ai rencontré le 21 juin 2004 au Cameroun Mhm. et rapidement on s'est entendu, le comportement était normal, quoi. C'était un homme normal. Et à l'époque, il n'était pas question d'argent parce que moi-même à côté, je me bats, voilà, je me battais à l'époque. Et rapidement, il a décidé que je vienne parce qu'il voulait qu'on fasse notre vie ensemble. Mhm. Et je l'ai suivi en Polynésie française en Mhm. 2005. Une fois en Polynésie française, il m'a présenté une Camerounaise d'un certain âge et une Malgache mariée avec un gendarme qui travaillait là-bas. Et rapidement, il a commencé, un jour nous sommes sortis, on était sur une terrasse en train de prendre un verre. Il m'a giflé, je ne peux pas dire pourquoi il m'a giflé, qu'est-ce qui s'est passé. Donc quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai manifesté mon envie de rentrer. Il s'est mis à pleurer, il s'est agenouillé, il m'a demandé pardon, que ça n'allait plus se reproduire. J'ai ensemble. Et quand je tombe enceinte, il est content. Pendant la grossesse, au bout du deuxième mois, à peu près 3 mois, il a commencé à dire, enfin c'est la fille malgache, j'arrive chez elle un jour, elle me dit la grossesse. Je dis comment je suis venue avec la grossesse. Quand je suis arrivée, j'avais mes règles, il a très bien vu. Et quand je suis rentrée à la maison, je lui ai dit, parce que quand j'ai dit ça, et je lui ai dit, et en plus, j'ai l'impression que cette histoire ne va pas marcher parce que je n'aime pas la violence, je ne supporte pas qu'on lève la main sur moi. Quand je suis rentrée à la maison, il était déjà au courant. Donc quand je suis rentrée, il m'a dit de faire attention à ce que je devais dire sur lui, de faire attention à ce que je devais faire. Au départ, je croyais qu'on pouvait dialoguer. J'ai essayé de lui poser la question de savoir comment.
Donc cette fois-là, ça passe. Et après, il me propose qu'on aille se balader en ville un soir. On arrive en ville, il m'amène dans une ruelle où les filles allaient se prostituer. Donc c'est un coin où les filles allaient les filles et les rérés. Rérés, c'est transgenre. Donc, où les filles allaient se... Et donc, je ne connaissais pas. Donc, c'est la première fois que j'arrivais là-bas avec lui. Il m'a présenté une personne, une réré, en me disant qu'il aimerait qu'on ait une histoire ensemble. Et moi, étant déjà enceinte, je lui ai dit non, je ne peux pas faire des trucs comme ça avec la grossesse. Enfin, je n'arrive pas à me voir en train de faire ça avec mon état. Donc là, la violence a commencé à la maison quand nos colocataires n'étaient pas là parce que nous étions en colocation. Il y avait un colocataire avec sa compagne et lui et moi. Donc en journée, c'était la catastrophe. S'il n'était pas parti au travail, il partait de rien, il me mettait des trucs. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était. Je me retrouvais parfois faible. Et après, je ne pouvais plus bouger malgré les efforts que je faisais. Il m'aide à monter dans la chambre, il m'allonge et il met la main sur mon cou, il commence à presser. Donc, je n'arrivais même pas à parler parce que j'étais faible. Et j'ai vu, il a pris le téléphone, il parlait à quelqu'un, mais j'avais l'impression que la voix venait de loin parce que j'étais en train de partir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand je me suis réveillée, je me suis rendu compte que j'avais l'irritation au niveau intime. Parce que déjà à l'époque, j'avais un kyste dans ma voie vaginale qui obstruait. Donc quand j'avais des rapports, si c'était des rapports avec quelqu'un qui est un peu membré, j'aurais des problèmes après. C'était irrité ou parfois j'arrivais même à saigner. Donc je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il m'a dit, mais tu es en train de délirer ou quoi? Il n'y a rien qui s'est passé, tu es devenue folle. Une fois, je me dis, peut-être j'hallucine ou machin, mais sauf que mes parties intimes, ce n'était pas ça. Donc, je sentais que quelque chose s'est passé. Et après cette Donc, fois-là... ça veut dire qu'il te droguait pour te faire l'amour ou quoi? Je ne peux... Jusque-là, je ne savais pas ce que c'était. Donc j'explique parce qu'après, les gens, s'ils n'écoutent pas jusqu'à la fin, ils ne vont pas comprendre. C'est après que je vais comprendre ce que c'est. Donc après ça, toujours pendant la grossesse, un jour, les colocataires ne sont pas là en journée. Il me prend, on fait ce qu'on doit faire entre hommes et femmes pendant la grossesse. Je ne savais pas qu'il avait mis la caméra et je ne voyais pas la caméra. Quelques jours après, je suis à la cuisine en train de préparer. J'entends. Tu n'es qu'une. Et le salon était. Appelle-moi normal, s'il te plaît. Appelle-moi normal. Parce que ton WhatsApp, c'est comme si tu perds la connexion. Allô? Allô? Appelle-moi normal. C'est comme si tu perds la connexion. Son histoire là, on va dormir ici. Hein. C'est une histoire grave. Hein. Vraiment les Camerounaises. Hein. Allô? Oui? Oui, là j'ai appelé directement. Voilà, vas-y oui. ma chérie. Donc, mais quand tu m'as raconté, tu m'as dit aujourd'hui que l'autre jour qu'il n'avait pas accepté que tu tombes enceinte, non? Oui, je vais venir à ça. Je vais venir à ça. Parce qu'il y a... Si je ne raconte pas toute l'histoire, vous n'allez pas comprendre. Donc, après, là, nous étions au niveau du salon quand il était en train de regarder la vidéo du film qu'il avait fait pendant qu'on faisait l'amour. Et je n'avais pas vu la caméra. J'entends, salope, tu n'es qu'une pute. Grosse pute, machin. Je tourne la tête, je vois, il est en train de regarder la vidéo où nous sommes à deux en train de faire nos ébats au salon. Ça m'a tellement fait mal parce que je ne comprenais pas trop ce qui se passait dans sa tête, pourquoi il m'insultait en regardant ça, en se branlant au salon. Il est
partie au travail le lendemain, j'ai cherché la bande. Quand je suis tombée sur la bande, j'ai pris la bande, j'ai découpé et j'ai jeté. Quand il est arrivé, il a cherché la bande sans trouver. Il m'a demandé où c'était. Je lui ai dit que j'ai découpé, j'ai jeté. Il m'a tapé ce jour-là. J'ai cru que j'allais mourir. Donc il m'a tapé jusqu'à ce que j'ai saigné. Et quand j'allais chez la gynécologue à l'hôpital, parce que le jour où il me tape pendant la grossesse, je suis blessée, je saignais, je suis sortie de la maison en courant. Quand je descendais, il y a un ambulancier qui m'a pris, je pleurais. Il m'a demandé si je voulais qu'il m'amène à l'hôpital. J'ai dit non, j'ai demandé qu'il me dépose en ville. Et pendant qu'il m'accompagnait en ville, il m'a demandé si je voulais aller à la gendarmerie. J'ai dit non. Donc je suis allée m'asseoir en ville, mais il m'a rapidement retrouvée parce que Tahiti n'est pas grand. Donc la fille malgache chez qui je partais souvent, je suis allée chez elle quelques jours après. J'ai expliqué le problème et elle m'a dit mais de toutes les façons, il a dit qu'il ne voulait pas l'enfant, que tu es venu avec la grossesse, tu lui as fait l'enfant sur le dos. Sauf que je suis à un stade où je ne peux plus avorter. Il a pris les numéros d'une de mes copines dans mon téléphone. Il a pris le numéro d'une de mes petites sœurs qui est décédée maintenant depuis 2012. Elle était au Bénin à l'époque. Il a appelé ma petite sœur et mon ami en leur demandant de me dire d'avorter. Sauf que j'étais à un stade où je ne pouvais plus avorter. Et quand je partais à l'hôpital, parce qu'après j'avais des contractions, quand je partais à l'hôpital, il s'arrangeait toujours à être là. Même s'il travaillait, il prenait l'autorisation à son patron pour m'accompagner à l'hôpital. À l'époque, je prenais ça comme des signes d'amour ou je ne sais pas trop quoi. Pour moi, voilà, c'était normal. Et quand on arrive à l'hôpital, pendant la consultation avec la gynécologue, il est là en salle. Donc la gynécologue me demande ça va, je dis oui. Elle me fait le toucher, elle me demande mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a regardé bizarrement, je dis rien, j'ai rien fait. Elle me dit non, il y a quelque chose qui s'est passé pour que tu sois à ce stade et tu fasses des contractions, c'est pas normal. Je lui dis peut-être c'est parce que je monte les escaliers régulièrement, je descends que je fais des contractions. Elle me dit non, c'est petit pour faire ça. C'est combien d'étages? Je dis un niveau. Elle me dit non, c'est pas possible. Donc elle m'a proposé de voir une psychologue. Je lui ai dit non parce que pendant qu'on était dans le cabinet du gynécologue, il me regardait bizarrement. J'ai dit non, je ne veux pas voir de psychologue. Elle m'a regardé, elle a dit, vous êtes sûre que ça va? Je dis oui, ça va. Elle a demandé à Ferry Eric de sortir. Il est sorti. Elle m'a demandé, Madame Jimomi, ça va? J'avais les yeux bizarres. Je crois qu'elle a très bien vu que ça n'allait pas, mais je disais toujours que ça va. Donc cette fois-là, ça passe. Toujours pendant la grossesse, il apportait souvent des pièces détachées d'avion à la maison qui stockaient dans la penderie. Il stockait des gilets de sauvetage dans la penderie, des pièces d'avion dans la penderie. Et à un moment donné, on l'a renvoyé abusivement à son travail parce qu'il travaillait dans un aéroclub à Tahiti, à Fahar. Et quand on l'a renvoyé abusivement, il a porté plainte. Et quand il porte plainte, aujourd'hui, il prend 2 gilets de sauvetage. Il prend une pièce. Il s'arrête à un conteneur poubelle. Il jette un gilet qu'il a déchiré. Il jette la bouteille d'air comprimé dans un autre conteneur, ainsi de suite. Et les pièces d'avion, il va donner à un vieux retraité marocain qui vivait là-bas. Je ne sais plus s'il est toujours là-bas. Il s'appelait Toximor. Je donne son nom parce que lui, c'est quelqu'un d'un certain âge et comme ça, les gens de l'aéroclub vont comprendre ce que je veux dire. Donc l'appareil, il était dit qu'il allait monter ça sur son taureau mécanique. Et après ça, toujours pendant la grossesse, pendant que je suis couchée, j'entends le chien de la colocatrice hurler la mort en bas. Je me lève parce qu'en ce moment-là, j'étais déjà alitée. Il y a une infirmière qui venait à la maison faire le monitoring
tous les jours pour voir comment ça va. Donc, un jour, j'entends le chien hurler la mort en bas. Je me lève parce que de la fenêtre de notre chambre, je pouvais voir la partie avec gazon. Je vois, il court derrière le chien avec une latte. Et moi, j'ai eu peur parce que j'avais déjà peur de lui en fait. Je rentre me coucher. Je fais semblant de dormir, mais j'entends le chien hurler la mort. Et après, j'entends le portail s'ouvrir. Il vient dans la chambre. Léo, 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 viens voir, viens voir. Kim est en train de se faire niaquer. Je sors, je vois, il y avait plein de chiens tout autour de lui. Mais pour moi, j'ai vu aucun chien mordre Kim, mais Kim était déjà bleu. Donc, la colocatrice, quand elle rentre, elle trouve le chien mort. Moi, je suis restée dans la chambre. Il me dit, allez, il montait. Quand les colocataires étaient là, en général, il voulait toujours qu'on soit en bas ensemble. Il me prend la main devant que je t'aime, devant les colocataires quand ils sont là. Et en journée, malheureusement, comme il ne travaillait plus, c'était le calvaire pour moi. Et vers la fin de ma grossesse, quand ça allait déjà que je pouvais commencer à me lever et sortir, marcher un peu, je partais tous les matins quand les colocataires sortaient, je m'arrangeais à trouver quelque chose. Je dis, je vais aller acheter, il y avait une boutique en bas, je vais aller acheter quelque chose à la boutique. Je sors, je prends le troc, je pars chez la Camerounaise qui m'avait présenté. Elle m'a dit, Valérie, fais attention à toi parce que Ferry Eric, c'est un fou, c'est un malade. J'ai dit oui, je le sais déjà, puisque après, je ne parlais plus de mes problèmes avec la malgache, parce que tout ce que je lui disais au départ, l'autre était au courant. Et c'est pendant cette grossesse que j'ai su qu'en général, il faisait la partouze avec ces filles-là, et tantôt il était au Régri Club, parce que Tahiti, c'est une petite ville, tout se sait, en fait, tout se sait, en peu de temps. Donc ça, je le savais déjà, mais moi, dans ma tête, je cherchais déjà comment faire pour partir. Pendant ma grossesse, il part à Paris en me laissant à Tahiti, qu'il veut aller fêter Noël en famille et tout, machin. Il arrive à Paris, il m'appelle en privé, en appel privé. Son numéro ne s'affiche pas. Quand il finit de m'appeler, très peu de temps après, moins de 10 minutes après, c'est une femme qui m'appelle en appel privé encore. J'ai dit oui, allô, elle me fait, c'est vous Valérie? J'ai dit oui, c'est moi Valérie. Elle m'a dit, faites attention à votre enfant. Je lui ai posé la question, de quel enfant il s'agit-il? Qui êtes-vous? Elle a raccroché. J'avais peur, mais je ne savais pas vraiment de quel enfant il s'agissait, puisque j'avais 2 enfants avant, et j'avais un enfant à Paris dont il savait où l'enfant habitait. Et au préalable, il m'avait déjà dit, fais attention à ce que tu dois dire avant de partir à Paris. Sache que ton enfant peut disparaître à Paris. Sache que tout peut arriver. Et ça serait de ta faute. Donc là, j'étais fermée dans un cocon où j'avais peur pour mes enfants plus que pour moi. Sauf que j'étais enceinte. Et après l'accouchement, à l'hôpital, il vient, il joue le papa gentil, le papa qui aime son enfant et tout. Pour le nom de l'enfant, c'est avec son père qu'il a choisi le nom de l'enfant. Mon avis ne comptait pas de toutes les façons. J'ai donné un prénom qu'il a battu en touche. Je n'ai pas insisté, je suis restée tranquille. Et après ça, quand l'enfant avait déjà 2 mois, j'ai donné le lait à l'enfant un jour, alors qu'il n'avait que 2 mois. J'attendais qu'il fasse son rôle pour aller le mettre au lit. Il m'a arraché l'enfant en main, il a tenu l'enfant par les pieds et le lait sortait dans les narines de l'enfant et la bouche de l'enfant. L'enfant criait, il hurlait la mort. Je lui demande, Eric, pourquoi tu fais ça? Eric, pourquoi tu fais ça? Il me dit, tout ce qui va lui arriver, ça serait de ta faute. Donc, après, j'ai pris l'enfant, j'ai nettoyé la bouche, j'ai nettoyé ses narines. Et toujours pendant la période des 2 mois, alors que nous étions allés chez la malgache, un jour, elle faisait la fête régulièrement chez elle. Donc, pendant cette fête-là, il y avait une autre fille qui était là, mais petite de corps, pas très grande de taille. Il parlait souvent avec elle. Et après, il est venu me chuchoter à l'oreille, regarde comment tu es. À l'oreille, il vient me chuchoter, regarde comment tu es laide. Tu as vu comment elle est belle? Espèce de pute.
Et il va vers la fille et il crie fort, Léo, je t'aime. Tout le monde entend. Et moi, je me lève, je dis, tu as dit quoi? Je dis, qu'est-ce que tu as dit avant? Pourquoi tu fais ça? Et il dit aux filles, aux invités qui étaient là, non, 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 ne vous inquiétez pas, c'est ce qu'elle fait habituellement. Elle est malade de la tête, elle fait souvent des crises. À partir de ce moment-là, j'ai compris, donc prochainement, dans des soirées, voire des fêtes d'autres personnes, quand il me faisait ça, il me chuchotait, regarde comment tu es laide, tu es moche. Après, il va de loin, il dit, je t'aime, tout le monde comprend. Je me lève, je me mets à danser. Donc, il a changé de méthode. Et cette fille avec qui il parlait, toujours pendant la période des 2 mois que l'enfant avait, il dit qu'il faut qu'on aille en week-end dans un bungalow pas loin de là où on vivait à Tahiti toujours, passer le week-end avec l'enfant. Mais moi, au préalable, je ne savais pas qu'il avait pris la peine d'appeler cette dame avec qui il causait quelques jours avant à une fête où on a été ensemble. Il avait convié. Donc nous sommes allés jusqu'à un niveau. Il est allé carrément chez elle. Il dit, oh, allons, il y a une amie qui habite ici, on va la voir. Donc nous sommes allés là-bas. Et je me suis rendu compte que c'est la fille avec qui il parlait tout le temps pendant qu'on était à la fête chez la fille malgache il y a quelques jours. Donc il a pris, monsieur avait organisé la partouze, je ne savais pas. Donc il embarque la fille parce qu'apparemment elle le savait déjà et elle était prête. Elle a pris le sac, elle est montée dans la voiture. Moi dans ma tête, je n'arrivais pas à tout comprendre. Et c'est quand nous arrivons au bungalow que je me rends compte qu'il avait organisé quelque chose dont je n'étais pas au courant. Donc, quand nous arrivons dans le bungalow à Tahiti, l'enfant dormait. Et je vais aussi dire quelque chose parce que déjà, il n'a rien fait pour la lier de rien. C'est mon ex qui m'envoyait de l'argent. Au départ, il m'envoyait de l'argent par Western Union parce qu'un jour, pendant la grossesse, j'étais exaspérée, je ne savais plus quoi faire. J'ai appelé en pleurant. Je lui ai dit que ça ne va pas, que s'il ne fait rien, je crois qu'il va un jour apprendre que je suis morte, ça serait de crise d'angoisse ou je vais me suicider parce que ça n'allait pas. Donc, il m'a envoyé de l'argent la première fois par Western Union et après, il a mis un système de virement bancaire de 1 million tous les 2 mois qu'il m'envoyait. Donc, c'est comme ça que je vivais là-bas. Parce que lui, Ferry Eric, il m'avait dit il avait 2 pensions alimentaires qu'il payait, la pension alimentaire de son premier fils, la pension alimentaire de son deuxième fils. Il remboursait l'argent de la dette de la mère de son premier fils. J'ai cru, parce que déjà, je ne connaissais pas. Donc, quand nous arrivons au bungalow, je vois, il commence à faire l'amour avec la fille et tout, machin. J'étais tellement tétanisée que je ne faisais plus rien, je n'osais plus rien dire, plus rien faire. Parce que je ne savais pas qu'est-ce qu'il était capable de faire, surtout à l'enfant, parce que j'avais beaucoup plus peur pour l'enfant. J'étais tellement exaspérée à un moment donné que je préférais même mourir. Et je lui disais souvent, laisse l'enfant, fais-moi ce que tu veux, mais ne touche pas mon enfant, s'il te plaît. Donc, quand il fait ça, après, il finit avec la fille, il me prend, il veut faire comme s'il va coucher avec moi. Je dis, si tu veux coucher avec moi, tu mets les préservatifs. Parce qu'il a couché avec la fille sans préservatif. Il voulait coucher avec moi sans préservatif. J'ai dit non. Et s'il te plaît, l'enfant est à côté, allongé. Ça m'a quand je me suis retournée, j'ai vu mon enfant, je vois ce qu'il est en train de vouloir m'imposer. J'étais tellement hors de moi que je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Je l'ai mis un coup de tête, il s'est effondré. Donc, la fille, elle a eu peur qu'il soit mort. Je suis allée m'asseoir au bord de la mer parce que c'était un bungalow pas loin de la mer. Elle est venue à mes côtés en pleurant. Elle a dit, Valérie, j'ai peur pour toi, j'ai peur pour ton enfant. Ce type-ci est fou. Après, il s'est réveillé et moi, j'ai dit, moi, je ne reste pas là. S'il faut partir, je vais partir à pied. C'est vrai qu'il n'y avait pas de voiture là où on était. Je pouvais me faire aussi agresser ou je ne sais pas qu'est-ce qui pouvait m'arriver. Donc la fille a insisté, quand elle a vu que j'étais vraiment déterminée à partir, la fille a insisté. On a libéré la chambre et nous sommes partis. Nous ne sommes pas rentrés chez nous, nous sommes allés chez elle plutôt. Parce que chez elle, sa famille était de l'autre côté de la rive. Donc c'est là-bas qu'on a dormi. Moi j'ai dormi dans une chambre à part avec mon enfant. Il était avec la fille, avec la dame. Et quelques jours plus tard, quand nous sommes rentrés, il me fait est-ce que tu sais que cette fille-là, elle a été en psychiatrie?
Elle n'est pas bien dans sa tête. De temps en temps, elle perd la tête. Malheureusement, il a fait la même chose avec moi, à la malgache. Et la malgache m'a dit, mais je n'ai jamais vu que tu perdais la tête. Pourquoi il dit que tu perds la tête? J'ai dit, je ne sais pas. Donc, on rentre. Peu de temps après, je suis à la cuisine en train de préparer. Il est dans la chambre avec l'enfant. À un moment donné, je n'entends pas l'enfant gargouiller comme il faisait souvent. J'entendais au salon. Je monte. Il est en train de prendre le bain avec l'enfant. Je vois, il est en train de sucer la queue de l'enfant dans la baignoire. J'ai dit, Eric, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Il me dit, oh ma pauvre, je crois que tu commences vraiment à perdre la tête. Hein? Tu es folle, hein? Tu es vraiment folle, hein? J'étais persuadée à un moment donné que je suis vraiment folle tellement il me le disait. Et à un moment donné, je ne savais plus quoi faire. Et la même période, on finit de manger au salon. Je suis en train de vouloir monter avec l'enfant. Il vient, il m'attrape la main gauche. Il a tordu la main jusqu'à ce que ça fait croc. J'ai entendu le croc. Donc, il me tapait tellement que je n'arrivais même plus à pleurer. Je ne pleurais plus. Donc, j'ai entendu comment l'épaule a fait croc. À l'instant, ça me faisait pas mal. J'ai attrapé l'enfant de la main droite. Et quand nous sommes montés dans la chambre, au fur et à mesure que le temps passait, je sentais que la douleur ne faisait que augmenter. Je ne pouvais plus rien faire de la main gauche. C'est encore lui qui me prend, il m'amène à la clinique de Tahiti. C'est là-bas qu'on m'a dit que c'était une luxation. Et c'est lui qui a dit qu'est-ce qui s'est passé. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'il a dit. Parce que quand je suis arrivée à l'hôpital, tellement j'avais mal que je n'arrivais même pas à parler, j'avais mal. Donc, il y a des infirmiers qui m'ont tenu, le médecin a tâté, après il a pris mon bras, il a tiré, ça fait glop. Donc, c'est rentré en place. Il m'a demandé d'aller voir notre médecin généraliste pour qu'on me prescrit du Voltaren. C'était du Voltaren qu'on m'a prescrit. Et le médecin aussi m'a prescrit des séances de kinésithérapeute, la même période. Donc, après ça, l'enfant avait à peu près 6 mois par là. Je mets l'enfant au lit après avoir mangé, il finit de manger, il se réveille, je ne l'entends pas pleurer, parce que quand les colocataires n'étaient pas là, ils ne s'occupaient pas de l'enfant. Hein. Bon, c'était mon affaire, c'était mon mabouillard, c'était le fils de pute. Mon enfant, déjà, à 2 mois, c'était un enculé, comme il l'appelait, parce que je n'avais jamais entendu autant de gros mots chez personne que chez Ferry Eric. Donc, quand l'enfant s'est réveillé, il était en haut, il a pris l'enfant. Il a versé l'eau à côté d'une prise électrique. Il a fait asseoir l'enfant sur l'eau. Et il a donné un fil en cuivre à l'enfant. Et il était en train de montrer à l'enfant comment faire. J'ouvre la porte, l'enfant a le cuivre en main. Assis sur l'eau. J'ai dit, c'est quoi? L'enfant fait pipi, tu n'enlèves pas ou tu fais quoi? Il me dit, ce qui va arriver à cet enfant, ça serait de ta faute. Comme ça, hein? Comme ça, pour rien. Et après, je vois l'enfant veut mettre le fil dans le trou. Je sors, je crie, au secours, venez aider mon enfant, on veut tuer mon enfant, oh pardon, sauvez mon enfant, sauvez mon enfant. Maman, il est sorti avec un calme imperturbable, avec l'enfant aux hanches. Il y a un voisin qui est sorti, il regardait. Il a dit, ne vous inquiétez pas, elle perd souvent la tête, c'est une malade, elle fait souvent les crises, je suis habituée. Dans ma tête, ce jour-là, j'ai dit, Valérie, tu es déjà morte. Tu es morte. Il a appelé ma petite sœur en lui disant que si un jour vous apprenez que l'enfant est mort, ça serait de la faute de votre sœur parce qu'elle ne s'en occupe pas, elle s'en fout de l'enfant. Moi aussi, j'appelle ma petite sœur un autre jour pour lui dire que je vais me suicider, je n'en peux plus. Je ne sais pas où je suis, je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne suis plus moi-même, je vais mourir. Elle me dit, tu vas mourir et laisser l'enfant à qui? À côté, tu as d'autres enfants. Non, tu ne peux pas mourir. Pense à cet enfant-là, il ne t'a rien demandé, il ne t'a pas demandé de l'accoucher. Ah, j'oubliais. J'ai même failli te biper hier, mais j'ai oublié. Ton mari m'a appelé, il a dit que si quelque chose arrive à l'enfant, ça serait de ta faute parce que tu négliges l'enfant. Je dis, comment ça? Comment ça? Et à elle, j'ai expliqué la violence physique sur l'enfant et tout. Parce qu'en famille, chez nous, je n'ai jamais parlé sexualité dans ce sens-là avec quelqu'un de ma famille. Chez nous, ce n'est pas le genre de langage qu'on tient en famille. Donc, je ne savais pas comment commencer pour leur raconter l'histoire.
Donc après ça, une fois, il m'oblige à partir avec lui chez la fille malgache. Son mari était de garde un soir. Je ne savais pas que comme on partait là, on ne rentrait pas le soir chez nous. Donc nous sommes arrivés là-bas. Son mari n'était pas là, il était en garde. On a mangé, on a bu, mais sauf qu'à un moment donné, je me sentais bizarre et c'est encore lui qui m'a aidé à monter à la mezzanine. Et la fille est venue nous retrouver à la mezzanine. Je ne peux pas vous dire où l'enfant était. Où est-ce qu'il a mis l'enfant? Parce que l'enfant avait une poussette. Quand on partait là-bas, je cassais la poussette, je transformais ça comme un petit couffin en lit, donc il pouvait dormir dedans. Je ne peux pas vous dire où était l'enfant. Je me rappelle que après, il m'a déshabillée, j'étais nue. La fille était nue, ils ont commencé à s'embrasser, à me toucher, et après, plus rien. Parce qu'avec lui, j'ai beaucoup de périodes où je ne me rappelle pas de grand-chose. Donc vous avez fait l'amour à trois. Oui, sauf que je ne me rappelle pas de grand-chose de ce qu'on a fait. Je me rappelle du début, mais je ne peux pas parler de la suite, comment ça s'est terminé. Le début était comment? Il m'a déshabillée parce que j'étais faible, mais j'étais encore consciente, mais faible. Il m'a déshabillée et il a commencé à toucher la fille lui touchait, il me touchait tous les deux. Et après, franchement, je ne me rappelle pas de la suite. Je ne vais pas inventer une histoire. Donc, quand je suis rentrée à la maison, c'était tellement violent que j'ai appelé une Camerounaise que j'avais rencontrée aussi, toujours avec lui sur une terrasse. Son mari était juriste. Et je lui ai dit à cette Camerounaise-là, ma soeur, j'ai peur pour mon enfant. Donc j'avais tellement la peur pour mon enfant que je ne pensais même plus à tout ce que je subissais. J'ai dit, j'ai peur pour mon enfant. Si vous ne faites rien, je suis sûre qu'un jour, soit je vais disparaître avec mon enfant, ou alors on peut faire disparaître mon enfant. Elle me demande comment ça. Je lui dis, je ne sais pas comment je peux te parler, je ne sais pas comment je peux commencer par te dire. Elle dit, ne t'inquiète pas, on sait déjà que Ferry Eric te tape, parce que rien ne se cache à Tahiti. Puisque la Malgache a dit à son copain, puisqu'elle était mariée avec un gendarme, elle sortait avec un ancien légionnaire qui gérait un café, le Cocteau, à Tahiti. Et c'est quelqu'un qui m'appréciait aussi beaucoup. Il m'a dit, fais-moi venir ce type-là ici. Moi, je vais lui donner l'avertissement. Donc, je lui ai dit, je suis invitée chez Siki, parce que là-bas, les Africains, entre nous, on s'appelait Siki. Siki, c'est noir en tahitien. Siki m'a invitée et si tu veux, on peut partir ensemble. Donc, nous sommes allés là-bas ensemble. Et à table, pendant que nous étions en train de prendre l'apéro, son mari a dit à Ferry Eric, si un jour je cherche cette fille et son enfant sans voir, c'est à toi qu'on va demander. Si un jour il leur arrive quelque chose, c'est à toi qu'on va demander. Donc fais attention à ce que tu vas faire. Et Chris du Cocteau a fait exactement la même chose une autre fois. Donc parfois, quand ça n'allait pas à la maison, il me dit, si ça ne va pas, tu lui laisses même avec l'enfant là, n'aie pas peur, il ne fera rien à l'enfant. Tu viens ici te poser un peu, le temps de te ressourcer, et après tu rentres. Donc, je crois que peut-être c'est comme ça que l'enfant et moi, nous avions eu la vie sauve là-bas à Tahiti. J'ai sauté une période pendant ma grossesse où j'étais à la maison. Il était dans ces histoires de partouze avec la Camerounaise d'un certain âge et la fille malgache. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'était chez la malgache. Il a tapé la malgache, elle avait un œil noir, enflé. La dame a décidé de porter plainte, elle a fait un certificat médical, elle voulait porter plainte. Il est venu à la maison tout transpirant, bizarrement, en me disant, si tu ne te démerdes pas que cette femme-là ne porte pas plainte, si elle porte plainte, ton magouya là et toi, vous allez sentir. Le magouya que tu portes dans ton ventre là, ce qui doit lui arriver, ça serait de ta faute. S'il lui arrive une pète, c'est ta faute. Déjà, moi, pendant la grossesse, j'avais peur même que l'enfant va sortir avec une malformation, tellement il me tapait. Et les coups de genoux au ventre, et les coups de pied, tout ça, au ventre. Donc, je suis allée chez la dame, je me suis mise à pleurer. J'ai dit, s'il te plaît, maman, aie pitié de moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Lui non plus, il ne m'a pas dit ce qui s'est passé. Il a dit que si tu portes plainte, mon enfant et moi, ce qui va nous arriver, ça serait de notre faute. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pardon, ne porte pas plainte. Si tu portes plainte, c'est que tu as signé mon arrêt de mort avec mon enfant.
Elle aussi, elle s'est mise à pleurer. Et elle m'a dit, pour toi et ton enfant, je ne porte pas plainte. Mais fais attention à toi. Et son mari, pendant la grossesse, a même voulu faire la reconnaissance de l'enfant parce que tout le monde savait déjà qu'il me tapait, même si je n'arrivais pas à dire à certaines personnes. Donc, je reviens à quand l'enfant a déjà 6 mois. Donc, après ça, j'ai trouvé une petite parade. J'ai dit, il faut que même si je ne le veux pas, j'ai commencé à faire semblant d'être gentille parce que je voulais tout simplement partir de là. J'ai tout fait pour qu'on essaie de faire les papiers de l'enfant, que je parte avec l'enfant, sauf que les papiers de l'enfant n'ont pas marché d'un coup. Et après, comme il n'avait plus de travail, il a porté plainte pour licenciement abusif, là où il y a eu problème de vol. Donc, il me disait que c'est le nain. Le nain, c'est son collègue qu'il avait à l'époque qui n'était pas très grand de taille. Que sûrement, c'est le nain qui a volé. Mais moi, d'après tout ce que j'ai vu, je crois que finalement, c'est peut-être tout ce qui jetait partout dans les containers. Donc, il a porté plainte. Malheureusement, je lui ai dit que ça ne devait pas marcher. Il m'a obligé de faire une attestation. Je lui ai demandé, mais je vais faire l'attestation. Est-ce que je travaille à l'aéroclub avec vous? Il me dit, tu écris ce que je te dis d'écrire. Donc, il a recopié quelques lignes et il m'a donné de recopier. J'étais incapable de recopier tellement je tremblais. J'ai copié, mais si quelqu'un sait voir, on verra que je tremblais quand je faisais le test qu'il m'a donné d'écrire. Et j'ai signé, je lui ai remis, je ne me rappelle même pas de ce qu'il avait dit. Parce que ça ne venait pas de moi. Donc, je me débrouille alors après pour essayer de partir avec l'enfant. Ça n'a pas marché puisqu'il a perdu le procès. Pour lui, il était persuadé qu'il va gagner beaucoup d'argent avec ce procès pour licenciement abusif au prud'homme. Ça n'a pas marché. Et son père et son petit frère l'aident toujours dans toutes ses démarches au niveau juridique. Hein. Dans tout, quand il veut faire ça, il demande à son père de l'aider, qu'est-ce qu'il faut faire, machin. Donc, 6 mois, on fait la photo pour faire le passeport de l'enfant. La tête de l'enfant n'est pas droite. Donc, les normes avaient déjà changé. Il fallait que la tête de l'enfant soit droite pour faire son passeport. On a encore attendu peut-être 2 mois. On a fait une autre photo. La tête de l'enfant n'était toujours pas droite. Nous sommes allés voir le haut commissaire de Tahiti. C'est elle qui a donné l'autorisation qu'on fasse le passeport de l'enfant, même si la photo n'est pas conforme. Donc, on a fait le passeport de l'enfant. Et malheureusement pour nous, il a dit qu'il rentrait parce qu'il n'avait plus rien à faire en Polynésie française. Donc quand nous arrivons quand nous arrivons en France, on s'arrête à Paris, il va récupérer une voiture à Toulon. Toulon ou Toulouse, quelque chose comme ça. Et après, il vient nous prendre, on s'arrête à Nancy chez ses parents. Premier contact avec son père. Nous sommes à table, il me demande si chez nous on mange avec des couverts à table. Donc, du coup, j'ai dit, si son fils se comporte avec moi comme il se comporte avec moi et le père commence à me parler comme ça, c'est sa femme qui défendait même ma pause à table. Je n'avais plus moins faim, je suis sortie de table, je suis allée dans la chambre qu'on nous avait attribuée. Donc, après ça, on rentre à Sainte, où on vivait. 2 jours après... À Sainte, tu vivais à Sainte, hein? À Sainte. Sainte, je connais une Camerounaise qui vit là-bas. Oui, à Sainte. Donc là-bas, il a sa maison là-bas, au 11 rue Pasteur. Au 11 rue Pasteur. Tu connais Demanou, elle vit à Sainte. Oui, ben bon, c'est pas... Donc, on vivait là-bas. Et 2 jours après, la maison était vide, hein, on n'avait rien. Il a pris un matelas pneumatique chez son père, on dormait dessus le matin, on finissait sur le sol. L'enfant avait la bronchite tous les jours. Donc 2 jours après, il me dit, tu appelles le tuteur de ton fils, de ton premier fils, et tu lui dis que j'arrive et fais attention à ce que tu dois dire. J'ai dit d'accord. Et moi, dans ma tête, je n'avais plus aucune intention de faire venir mon enfant là-bas parce que j'étais déjà dans la merde avec le petit. Je ne vais pas rajouter l'autre enfant dans la merde. Mais j'avais déjà acheté le billet de train aller et retour, je ne savais pas. Donc j'ai appelé, comme c'était devant lui, j'ai appelé. Il est parti, le même jour, il est parti, il est revenu avec mon fils. Quand il est revenu avec mon fils, voilà la vraie misère qui commence alors maintenant.
Donc, à la maison, quand il rentrait, film porno, il a acheté une télé, lecteur DVD, c'était film porno en longueur de journée, puisqu'il n'avait pas encore de travail, on venait d'arriver, il cherchait le travail. Film porno en longueur de journée. Je lui dis, écoute, j'ai mon premier fils qui a déjà un certain âge, on ne peut pas laisser traîner les CD comme ça devant les enfants quand même. On peut les garder quand on veut voir, on voit le soir quand ils ne sont pas là. Il mettait tellement les films porno que ça m'avait dégoûté. Quand le matin, il sortait pour aller dans ses marches ou faire ses démarches de travail et tout ça, je prenais, je cachais. Mais sauf que quand il arrive, il ne trouve pas ça exposé ou il a posé sur le meuble de la télé. C'est moi qui va taper, il va m'insulter, il va me traiter de tout. Tout simplement parce que j'ai rangé les CDX pour que mon fils, qui a déjà un certain âge, ne voie pas. Donc, après, il trouve le travail à la base, aérienne de Cognac, où il a commencé à travailler là-bas au courant de la même année. Un jour, toujours à cause des CD porno, il rentre, il ne trouve pas. Mon fils était là. J'étais déjà dit, ne plus toucher mes CD. J'étais déjà dit, ne plus toucher mes affaires. Tu es malade, comme toi, ça va dans ta tête. Il a voulu me donner un coup de pied, j'ai esquivé. Et il a tapé les orteils sur le meuble de la télé, parce que c'était les grosses télés, là, les anciennes télés, là. Et il a eu des fractures. Donc, pour ses amis de la base aérienne de Cognac, je ne sais pas qu'est-ce qu'il leur avait raconté, mais c'est moi qui voulais taper qu'il a cassé ses orteils comme ça. Et c'est moi qui l'amenais encore au travail tous les matins. Et toujours pendant que j'étais chez lui, j'ai dit, s'il ne change pas sa façon de faire au niveau sexuel, moi, je vais le quitter. Nous sommes allés chez un généraliste. Il a commencé à pleurer, il s'est confessé, il a dit effectivement, quand il a ses envies sexuelles, même si les enfants sont là, c'est comme si les enfants n'étaient pas là. On lui a donné un traitement, sauf que le traitement lui foutait à mal, il ne pouvait plus rien faire, il était bizarre. C'est encore moi qui appelle le médecin pour dire que, docteur, le traitement là, je trouve que c'est un peu fort parce que il ne peut rien faire. Donc il nous a redonné rendez-vous, nous sommes repartis chez le généraliste. Il ne peut rien faire, quoi, il ne peut pas travailler. Non, quand on lui a donné ce traitement-là, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas, il était en vrac. On lui a donné l'arrêt maladie. Il ne pouvait pas. Donc, nous sommes repartis chez le médecin, on a réduit le traitement, sauf que quand nous sommes rentrés à la maison, il a pris le traitement une fois, après il ne prenait plus le traitement. Il a commencé à me montrer les trucs sur l'ordinateur qu'il a acheté sur Drop.com ici à Sainte, pas loin de Sainte là. Il me montre le site Viva Street. Franchement, à l'époque, j'étais vraiment bête. Je ne savais pas ce que c'était que Viva Street. Il me dit, oh, tu vois, toutes ces filles-là, je les connais, elles sont ici. Il y a les Camerounaises, il y a les Ivoiriennes, machin. Oh, Viva Street. Hein? Oui, Viva Street. Viva Street. C'est lui qui t'a montré ça. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas ce que c'était. Donc, il me dit, écoute, je vais t'acheter des tenues. Je dis, les tenues de quoi? Il dit, les petites tenues. Je vais te passer l'annonce. Je t'achète une carte SIM. Comme ça, on passe l'annonce. Et puis, n'aie pas peur, je serai là, je vais te protéger. J'ai dit, pardon, je veux travailler. Moi, je veux travailler. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, je veux travailler. Il me dit, mais tu crois que tu es quoi? Il y a même les avocats qui font ça, les médecins font ça, et ça fait quoi? D'accord? Un autre jour, comme il a vu que ce jour-là, ça ne passait pas, un autre jour, il me dit, ah, je sortais avec une pute sénégalaise, elle avait plein d'argent à Bordeaux, elle voulait même acheter une voiture, j'ai refusé et je ne suis plus avec elle. Après, il a commencé à faire creuser la cave. Quelques jours après, il me dit, je vais aménager la cave proprement, ne pas salir tes mains, tu ne peux pas faire le ménage, tu vas faire quel travail ici, qui va te donner quel argent, je vais aménager la cave, comme ça tu vas recevoir ici, je vais te protéger. J'ai dit non, je ne veux pas. Sauf que derrière, c'est mon premier fils qui creusait la cave, mon premier fils il était son esclave à la maison. Malgré le fait que j'avais peur de la cave,
Quand mon premier fils partait à l'école, moi, je restais creuser, creuser, creuser. Et quand mon fils arrivait, je lui disais, s'il arrive, tu dis que c'est toi qui as creusé. Pour ne pas subir sa faute. Maman, tantôt, quand il est à la maison ou alors il est au travail, où ça se passait comment dans sa tête. Mais tu creusais la cave, pourquoi? Pour aménager qui va me passer l'annonce que je travaille, je reçois les gens là-bas. Et tu creusais? C'était pour alléger le travail qu'il donnait à mon enfant qui n'avait pas à faire. Parce que c'est mon enfant qui creusait. Mon enfant, c'est pas un esclave. Et moi, je le faisais pour alléger mon enfant et pour pas qu'il vienne nous taper tous à la maison comme il faisait. Donc, la même période, il commence à passer la commande des trucs sur Adam et Ève, tantôt les bagots de ceinture, les balais pour couillot, les baboules de geisha. Il avait des trucs, les pinces à tétons, les coudes. C'était comme la queue du cheval. Après, il me fait, tu sais, Léo, je n'ai jamais fait ça, j'aimerais essayer. J'aimerais essayer. Il me dit d'essayer. Je fais. Sauf que quand je faisais certaines choses, j'avais mal à sa place. Tu essayais quoi? Mais de l'enculer avec tous les trucs qu'il a achetés. Je dis... Pardon les histoires des blancs. Je passais tellement mon temps à l'enculer que je dis, ça m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté. Tantôt, mets tes mains, je dis, les mains de qui je vais aller chercher des caca dans les fesses de quelqu'un, mon frère. Il me dit, vas-y, mets. J'ai mis jusqu'à ce que ça arrive au poignet. Je dis, j'avais mal à sa place. Tes mains, moi, mes mains, j'étais dégoûtée. Le direct, c'est interdit au moins de 18 ans, pardon. Ça après, commence à être chaud. Moi-même, le sommeil finit déjà. Voilà. Donc, tu as mis les mains. Oui, et après ça, j'ai dit, moi dans ma tête, parce que je ne pouvais plus lui dire, puisque tout était sujet d'insultes et de bagarres, à un moment donné, j'ai dit non. Il ne peut pas seulement essayer, je crois que c'est ce qu'il a l'habitude de faire. Et comme à Tahiti, il avait les rérés avec qui il était tout le temps, donc il se faisait prendre, donc il n'avait pas besoin de ça là-bas pour moi. Parce qu'il avait ceux qui lui prenaient naturellement. Donc, c'est comme ça que je dis non. Il n'est pas seulement en train d'essayer parce que c'est dans ses habitudes. Tantôt, il est dans la salle de bain, vient pisser sur moi. Pisser sur lui, j'ai réussi à pisser sur lui 2 fois. Un autre jour, vient chier sur moi. Maman, je n'ai jamais pu chier. J'ai tout fait, je n'ai pas pu. J'ai essayé, je n'ai pas pu. Même quand j'avais envie de faire caca, dès qu'il demande sa part, je n'arrivais pas. Aïe, dans la direct. Voilà. Donc, après ça, j'ai dit, moi, dans ma tête, je cherchais comment faire pour sortir de là, pour partir de là. Et je ne connaissais pas grand monde à Seine. À un moment donné, j'étais tellement exaspérée que j'avais tout simplement envie d'en finir, que s'il veut me tuer, il me tue. Comme ça, je ne subis plus tout ce que je suis en train de subir. J'ai refusé qu'il passe l'annonce sur Viva Street. Une autre période, il prend l'arrêt maladie. Mon fils part à l'école. Il me dit, tu ne te laves pas. 1 jour, 2 jours, 3 jours, je ne me lave pas, maman. Mon corps, moi-même, me sentait déjà. Puisque moi, j'ai eu maladie, le ménage. Quand je me lève, je fais le ménage. Quand je finis, je me lave. Quand je finissais, je m'assurais. J'ai dit, mon corps me sentait déjà. Le 3e jour, il me dit que c'est comme ça qu'il aime que je suis. Il aime quand je sens. Il veut coucher avec moi. Il dit que tu vas seulement me tuer. Sauf que je me suis retrouvée au canapé. Je voyais bizarre. Je voyais comme s'il était très très loin. Après, je me suis assoupie dans le canapé. Et quand je me réveille, il est au-dessus de moi avec mon string. J'avais des escarpins blancs à talons à lacets là. Il avait mes escarpins aux pieds. Il avait mis les crayons noirs sur les yeux. Il a mis l'autre sur la joue comme genre goutte de larmes. Et les ongles avaient des vernis noirs. Je ne sais pas ce qu'il faisait sur moi ou qu'est-ce qu'il a fait, je ne peux pas vous dire.
À un moment donné, j'ai commencé à marcher à Sainte. Quand il partait au travail, je sortais, je me baladais un peu pour faire aussi des petits repères, savoir où je suis, avoir des repères. Je suis tombée sur un salon africain là-bas. À l'époque, c'était le seul salon africain qui existait là-bas à la rue Piétonne. Donc, j'ai commencé à aller passer un peu de temps là-bas parce que je n'en pouvais plus. J'étouffais à la maison. Si je restais comme ça enfermée, j'allais devenir folle à un moment donné, ça n'allait plus. Donc, j'ai proposé à la fille, je dis, si de temps en temps tu fais les rastas, tu peux m'appeler, je viens te donner un coup de main comme ça me permet de sortir un peu et m'aérer le cerveau. Elle a dit oui, donc on a sympathisé. Là-bas, j'ai fait la connaissance d'une autre fille avec qui rapidement on a commencé à échanger nos problèmes. Mais moi, je ne parlais que de la violence physique. Je n'ai jamais parlé du côté sexuel. Pour moi, c'était des choses qu'on ne parle pas comme ça n'importe comment. On s'expliquait, on échangeait nos problèmes, chacune de son côté et tout. Et un jour, elle m'a amenée chez elle et elle m'a dit si jamais un jour tu as besoin de moi, tu m'appelles et tout. On a échangé les numéros et tout. Et après, nous sommes restés en contact, on communiquait souvent. S'il rentre à la maison, il y avait des jours où il arrivait, mon enfant au salon. S'il vient, il veut faire l'amour et moi au salon. Mon premier fils ne dort pas. Le deuxième ne dort pas. Et il peut sortir des toilettes. Si tu descends, si mon fils descend de la chambre pour aller faire pipi, tu vois le salon. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire-là? J'ai dit, qu'est-ce que tu veux me faire faire là? Quand je refuse, il commence à m'insulter. Il monte dans la chambre de mon fils. Ta mère, c'est une green. Ta mère, c'est une pute. Ta mère, c'est la reine des putes. Je cours, je pars l'appeler doucement. Je dis, ouais, je l'appelle à côté. Non, 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 ne m'appelle pas. Donc, comme il savait que j'avais honte, il voulait le dire comme ça pour me faire honte. Que prochainement, quand il me demande de faire quelque chose, je ne discute pas, je fais. Mais sauf qu'il y a des choses qu'on ne fait pas devant les enfants. Ou qu'on ne fait pas où les enfants peuvent arriver. Voilà, donc ma copine et moi, on a commencé à chercher, elle aussi a cherché du travail, on a commencé à chercher le travail. Un jour, il sort, il me dit qu'il part au travail. Pour moi, je sais qu'il est parti au travail. Je fais le ménage comme d'habitude, je lave l'enfant, je lui mets dans la poussette, je lui fais manger, je lui mets dans la poussette. On sort, j'appelle mon amie. Elle était véhiculée, elle n'habitait pas à Sainte, elle habitait dans un petit village loin de Sainte. On s'est dit qu'on se retrouvait chez Actif, une association qui propose des ménages, repassages et tout ça à gauche, à droite, mais bon, pas en temps plein. Et pour moi, c'était déjà ça parce qu'il fallait que je sorte de la maison pour ne pas devenir folle pour de vrai. Donc, nous sommes allés, pendant que je partais, je retourne la tête, je vois quelqu'un comme lui. Je dis, ça ne peut pas être lui. Et après, je dis, non, c'est lui. Et c'était vraiment lui. Il était habillé avec un coupe-vent jaune-noir. Et c'est un coupe-vent qu'il avait que je connais. Il a mis la capuche. Je l'ai reconnu quand même. Donc, je suis arrivée chez Actif. J'ai expliqué à ma copine. Elle m'a dit, ah, peut-être que tu as vu quelqu'un qui lui ressemblait et tout. J'ai dit, ah, peut-être. Mais par rapport au coupe-vent qu'il avait, j'ai reconnu et je l'ai reconnu quand même. Quand on vit avec quelqu'un, même dans le noir, il y a des endroits où on le reconnaît. Sauf que là, c'était dans la journée. Donc, j'arrive chez Actif. On fait la demande, on laisse. Et je sors, on rentre. Donc, on avait rendez-vous 2 jours après. 2 jours après, quand je sors pour aller au rendez-vous, j'arrive à mon rendez-vous. La responsable de Actif m'appelle dans son bureau. J'entre dans son bureau, elle me demande, Valérie, tu es sûre que ça va? Je n'ai pas pu dire quelque chose. J'ai explosé en sanglots, j'ai commencé à pleurer. Donc, elle m'a même donné une de ses cigarettes que je fume pour me calmer un peu, puisqu'elle savait que je fumais. Comme on fumait, je fumais souvent dehors avec ma copine, quand on attendait les rendez-vous et tout. Après, elle m'a demandé si j'ai besoin d'aide. J'ai dit oui. Est-ce que tu veux que j'appelle le tremplin de Sainte, le tremplin 17 de Sainte? J'ai dit oui. Elle a appelé le tremplin 17 de Sainte. On m'a donné rendez-vous le lendemain. Je suis arrivée là-bas. Et là-bas, je ne parlais que de la violence physique sur les enfants et sur moi. Elle m'a dit, est-ce que vous saviez que ça peut se retourner contre vous si vous ne faites rien maintenant? J'ai dit oui, je sais. Mais le problème, c'est que j'ai peur pour mes enfants. Je ne sais pas comment je vais faire pour partir de là. Je veux partir de là, mais comment? Je ne veux pas que quelque chose arrive à mes enfants. Donc, pour dire à quel point c'était bien rentré dans ma tête que tout ce qui doit arriver à mes enfants, ça serait de ma faute.
Je rentre à la maison, je réfléchis toujours comment je vais faire pour partir. Et un autre jour, j'arrive chez Actif, toujours dans les démarches, parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore de mission ni pour ma copine ni pour moi. C'est là où une des collègues de la responsable me dit: est-ce que tu sais que dernièrement, quand tu es venu ici en sortant, le père de ton enfant, non, elle a dit ton mari. J'ai dit: c'est pas mon mari, c'est le père de mon enfant. Est-ce que tu sais que il est venu ici? J'ai demandé: mais il est venu faire quoi? Elle a dit: ne t'inquiète pas, la responsable l'a chassé comme un chien. J'ai dit: ok, d'accord, c'est bien. Donc c'est comme ça que j'ai compris que elle a senti que j'avais des problèmes et que peut-être passant par elle, je pouvais être sortie des problèmes. Et entre-temps, j'appelle mon ex et je lui dis: j'ai vu une formation que je veux faire d'onglerie à Pélissage à Paris. Je lui donne le prix. Donc, on mit le prélèvement, le virement automatique qu'il avait mis en place pour moi. Il m'a demandé combien ça coûte la formation. Je lui ai dit. Il m'a fait un autre virement en plus pour que je puisse payer ma formation à Pélissage et les accessoires pour commencer à faire les poses d'ongles et tout en attendant trouver mieux. Donc, quand il m'envoie de l'argent, je n'ai pas de chéquier. J'avais un compte bancaire, mais je n'avais pas, hormis ce que mon ex me faisait virer, je n'avais pas d'argent parce que même la CAF, c'est messieurs qui touchaient. Et je n'osais rien lui demander parce que quand tu lui demandais quelque chose, c'était: vous mangez déjà, vous êtes logé, vous mangez, c'est déjà assez. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à maigrir parce que je prenais sur moi, je n'arrivais pas à extérioriser tout ce que je subissais et tout. À un moment donné, à Sainte, les gens disaient même, j'ai entendu les gens dire que j'étais sidéenne, j'avais le sida. Mais bon, c'était pas grave. La vie de mes enfants était plus importante que ma personne en ce moment-là. Donc, mon ex, il me fait le virement en plus pour ma formation. Je n'ai pas de chéquier. Donc, il faut que j'envoie de l'argent pour qu'on m'inscrit et on me donne la date pour commencer ma formation à Paris, à Pélissage. Il me demande de faire le retrait, je lui donne. Donc, j'ai fait le retrait, je lui ai remis et il m'a fait le chèque, l'équivalent de ce que je devais payer pour la formation. Donc, on a envoyé à l'adresse à l'avenue Ouagam. Et ils m'ont fait rendez-vous. J'ai voulu partir avec l'enfant. Il a dit non, il va nous accompagner. Donc, quand il dit qu'il va nous accompagner, puisque je devais loger chez une de mes cousines, je ne sais pas, peut-être qu'il croyait que ma cousine c'est une Waka ou bien quoi que ce soit. Il est arrivé, il est tombé sur ma cousine qui n'est pas une Waka, c'est une femme responsable avec ses enfants chez elle. Donc, quand il arrive, il va dire: oh, je vais rentrer, d'accord, ok. Et là, maintenant, je fais comment avec l'enfant parce que ma cousine, elle travaille. 2 de ses enfants sont scolarisés et l'autre est en stage. L'enfant avait déjà quel âge? À l'époque, l'enfant avait 1 an et quelques mois. Il avait 1 an et quelques mois quand j'ai fait ma formation chez Pélissage. Il n'avait pas encore 2 ans. Donc, il me laisse, je fais ma formation, je rentre. Et quand j'arrive à Sainte, tellement j'étais mal dans le peu de temps que j'ai fait à Paris, ça m'a fait du bien. J'étais tellement mal de retourner là-bas que j'ai demandé à mon fils d'aller de plus en plus. Il avait un ami qu'il a connu là-bas dès le début au collège où il était scolarisé. Parfois, c'est moi qui l'incitais à partir là-bas, rester. J'ai même demandé de voir avec les parents s'ils pouvaient dormir là-bas. J'ai dit de dire à la maman de son ami qu'elle a mon accord, qu'il peut dormir là-bas. Donc du coup, mon enfant dormait de plus en plus chez son ami pour éviter d'entendre les grossièretés qui nous sortaient tous les jours. Et je suis sûre qu'il a pris le soin, à l'époque, de dire quelque chose au buraliste qui était collé à notre maison. Parce que le buraliste avait son tabac en bas, mais il vivait en haut. Parce qu'il entendait souvent les cris chez nous, mais jamais il a appelé la police. Donc, je lui dis non, je vais partir me reposer un peu. J'ai envie d'aller m'aérer le cerveau. Parce que si je ne pars pas,
je vais péter un câble pour de vrai, ou alors je pars, je ne reviens plus. Il y avait des moments où j'étais exaspérée au point où j'avais juste envie de mourir, qu'il me tue et puis on n'en parle plus. Il a dit non, il n'y a pas de problème. Oui, où est-ce que tu veux aller à Paris? Où j'ai dit je veux partir voir une amie qui est comme une sœur pour moi, elle est à Annemasse. Je suis allée chez ma copine à Annemasse, mais avant de partir, parce qu'il a dit de chercher une nounou que je vais payer pour garder l'enfant, puisqu'il travaillait. J'ai cherché une nounou par le biais de Internet. On a trouvé une nounou que j'ai contactée. Je suis allée voir sa maison et tout. J'ai dit, on a fixé le prix. Je partais pour 7 jours. On a fixé le prix. Donc, quand je suis partie, j'ai appelé mon ex pendant que j'étais en Almas. Il m'a envoyé de l'argent par Western Union. Et j'ai envoyé à monsieur sur son compte postal pour qu'il paye la nounou. Sauf que quand je rentre à Sainte, je ne vois pas la nounou. J'appelle, elle ne décroche pas. Je pars chez elle, je ne la trouve pas. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais revu cette femme-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, je ne sais pas qui finalement a gardé l'enfant jusqu'à la fin. Et pendant que j'étais chez mon ami là, il appelait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, j'ai fait qu'il parle avec elle pour comprendre que c'est une femme, c'est pas, je ne suis pas chez un homme, machin truc. Et quand je rentre à Sainte, ma soeur me dit, elle va venir fêter Noël de 2007 et 2008 avec nous. Quand elle arrive à Sainte, elle me demande, Valérie, c'est quoi cette maison-ci? Qu'est-ce que tu es devenue? Tu vis dans quoi comme ça là? J'ai dit, maman, pardon, ne dis rien, ferme ta bouche. Ne dis rien, ne fais pas que ça se date ici maintenant. Donc, quand il est rentré du travail, il a trouvé qu'elle était là. Ah, l'accueil était chaleureuse, il n'y avait pas de problème, c'était bien. Elle m'a dit, ok, le week-end, on va aller faire les courses pour les enfants. J'ai envie de faire plaisir aux enfants. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, merci beaucoup, ma soeur. On a donné la chambre de mon fils sur la mezzanine pour elle, qu'elle dorme là-bas. Et mon fils est parti chez son ami, dont je t'ai dit tout à l'heure. Sauf qu'à un moment donné de la soirée, l'enfant dormait, le gamin dormait déjà. Je suis allée lui mettre dans la chambre parce que le pauvre, il n'avait ni lit, ni chambre, ni rien. Donc, notre lit était posé d'un côté, le lit de l'enfant était posé de l'autre côté, en face, dans la même pièce. Il est monté à la mezzanine. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a demandé à ma copine, qu'est-ce qu'il a voulu faire, parce que lui, quand il te voit avec une fille, pour lui, c'est tout de suite, c'est le mélange. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a allé lui dire, qu'est-ce qu'il a voulu faire. J'entends seulement, sors de chez moi, espèce de grosse pute. Pute, tu n'es qu'une pute de toutes les façons, vous êtes tous des putes. Il porte les affaires enfin je l'appelle ma soeur parce qu'on était déjà comme une famille. Il porte ses affaires, boum, il lance en bas. J'entends seulement comment les sacs tombent, poup, poup, poup. Je quitte du salon pour aller, je te demande, c'est encore quoi le boucan que tu es en train de faire? Hé, sortez de chez moi, qu'elle sort de chez moi, elle ne va pas dormir chez moi. Qu'elle dégage. Ma soeur lui a demandé que le chez toi là est d'abord où jusqu'à ce que tu me chasses dedans. Elle a dit, si ce n'était pas mes enfants que j'ai ici chez toi là, j'allais te taper ici, tu allais croire que le train t'a cogné. J'ai dit, maman, pardon, ne fais pas comme ça, tu pars, on reste nous tuer. Le boucan était tel qu'à un moment donné, je me lève, je veux ramasser ses affaires pour mettre dans le sac. Maman, il est venu m'empêcher de ramasser même ce qu'il avait jeté par terre pour mettre dans le sac de ma soeur. Il m'a bousculé. Ah, du coup, c'est devenu la bagarre entre lui et moi. C'est comme ça que j'ai commencé à me défendre avec lui. Je ne sais pas qui a appelé la police cette fois. Je crois que c'est ma soeur qui avait appelé la police. Elle a appelé la police est arrivée. On m'a mis dehors avec ma soeur et l'enfant. Donc nous sommes partis. Elle a payé la chambre d'hôtel. Nous avions dormi là-bas. Toute la nuit, il ne faisait que appeler. J'ai éteint mon téléphone. Le matin, elle m'a dit que tu vas faire comment là où tu es là. Elle m'a dit que si tu ne quittes pas ce type-ci, c'est un fou. C'est que tu es fini, ta vie est finie, Valérie. Je ne te connais pas comme ça. Sors de là, sinon il va te détruire tous tes enfants. Quand elle rentre, on a fait 2 jours. Pendant qu'elle rentrait, il est encore parti pleurer à gauche, à droite, aller chez la fille que j'appelais de temps en temps, qu'elle vienne me chercher quand il me mettait dehors avec l'enfant pour aller dormir chez elle, pas loin de Sainte.
flattée, flattée, elle est venue me consoler et puis je suis rentrée avec lui, chez lui. Vraiment, Voilà. Landry, vraiment vos commentaires, moi ça me fait même rire. Pardon? Je lis les commentaires parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, mais comme tu racontes, je ne peux pas te couper. Oui, je vais répondre. Je vais répondre aux questions après parce que si on n'arrive pas en 2016, vous n'allez pas comprendre avec qui mon enfant a été et moi-même. Voilà. Donc, ma soeur rentre. Quand elle rentre, je commence à chercher comment faire pour partir de là. Je me renseigne, je posais des questions au tremplin. Tous les rendez-vous où je partais, je posais des questions. Elle m'a expliqué comment ça va se passer. On peut d'abord me mettre dans un lieu de protection où il n'aura pas accès, où il ne pourra pas venir faire n'importe quoi là-bas et tout. Entre-temps, la fille qui a le salon nous invite aussi chez elle un soir. Ah, on arrive là-bas avec lui. On arrive là-bas et le petit dernier, on finit de manger. Je ne sais pas ce qu'il attendait ou il croyait que l'homme d'autrui était tordu comme lui ou c'est quoi. Il a commencé à me faire des problèmes. Mais la chance que j'ai eue, c'est que le mari de la coiffeuse, ce n'était pas n'importe qui non plus, bien posé la baraquée. Le monsieur a demandé que, mais c'est quoi, tu es en train de devenir fou, quoi. Oh, je vais partir. Allez, viens ici, on part. J'ai regardé le monsieur, j'ai regardé la fille. J'ai soufflé à ma copine, ma copine coiffeuse que, pardon, dis à ton mari que je ne veux pas partir. Si je pars d'ici aujourd'hui, là, c'est que peut-être c'est aujourd'hui qu'on va me tuer. Donc, le mari a dit, va, tu reviens la chercher le matin. Non, je vais partir avec elle. Je vais partir avec elle aujourd'hui. On va partir maintenant. On ne dort pas ici. Alors que c'était prévu qu'on dorme là-bas. Mais on nous avait donné une chambre. Il est sorti. On ne sait pas, on a entendu la voiture démarrer. Le matin, on l'a trouvé devant le jardin parce que le monsieur cultivait, il avait son petit potager là. Il était couché entre les potagers là, il dormait. Donc, quand il a fini de faire sa crise, j'ai pris ma douche, j'ai fait manger l'enfant. Nous sommes partis. Quand nous sommes rentrés, il a dit, je vais te traiter. Tu vas me sentir. Tu ne me connais pas. Si tu t'amuses, je vais te tuer. Je t'enterre dans la cave là avec tes enfants. J'attends 3 jours et j'appelle la gendarmerie pour dire que vous avez disparu, que tu es parti avec les enfants. Il a dit d'accord. Donc, plus le temps passait, plus la tension augmentait. À un moment donné, son deuxième fils est arrivé à la maison. Et avant que son deuxième fils n'arrive, il me dit, fais attention à tout ce que mon deuxième fils va te dire parce qu'il raconte trop d'histoires, il ment beaucoup. Moi, je ne connaissais pas son deuxième fils avant. C'était le premier contact avec moi. On ne se connaissait pas. J'ai sauté une étape à Tahiti. Pendant que j'étais à Tahiti, son fils l'a appelé un jour en disant « Oh, ma mère m'embête. » Il a dit « Mais c'est une conne, c'est une grosse conne. Si elle te parle, tu lui mets une tarte dans la gueule. » 5 minutes après, c'est la mère qui appelait pour dire « Oh, voici ton fils qui vient de me taper. » Il dit « Appelle la police. » Comme ça, hein, je n'ai pas entendu... Il appelle la police. Je lui ai demandé comment tu peux demander à un enfant de taper sa mère. Et maintenant, la mère t'appelle, tu dis appelle la police. Pour faire quoi? Je dis qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux les séparer? Tu veux les opposer? Oh, de toutes les façons, c'est une conne. C'est une grosse conne. D'accord? Je suis restée tranquille. Voilà, je reviens à Sainte. Entre-temps, je continue à me renseigner comment je vais faire pour partir de là parce que la violence continue à monter. Quand son fils arrive, il prend la peine de me dire que fais attention parce qu'il raconte trop d'histoires, c'est un menteur. D'accord? Quand il partait au travail et que son fils était là, parce qu'au départ, il est arrivé pendant les vacances, donc il ne fréquentait pas, il était à la maison avec nous. Un jour, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais avec qui tu es? Il m'a dit, mais c'est un taré, c'est un malade. Il a dit, mon père, c'est un malade, c'est un irresponsable. Il va vous détruire. Il a dit, il va vous détruire. Ça, je le savais déjà, mais je n'osais pas lui dire parce que j'avais peur de dire quelque chose. Il dit à son père et derrière, on me tape. J'ai dit oui, j'ai compris. J'écoutais, je ne disais plus moi rien. Un jour, l'enfant fait renverser un verre d'eau sur la table. Maman, il m'a porté l'enfant comme il a toujours sa tignasse des cheveux là sur la tête. Il a attrapé l'enfant avec ses cheveux pour soulever.
L'enfant a commencé à crier. J'ai dit, laisse mon enfant, laisse mon enfant. J'ai pris la bouteille. Maman, la touffe de chevelure de l'enfant qu'il avait dans ses mains. Ah non, quand j'ai vu ça, c'était plus fort que moi. Il fallait qu'il me tue seulement. Je me suis levée, j'ai encore mis coup, c'était un pan. J'ai attrapé ses mains, j'ai mordu. Lui-même, L'enfant avait à quel âge à cette période-là? L'enfant n'avait pas encore, il n'avait pas encore 2 ans. Le lendemain, j'ai amené l'enfant chez la coiffeuse là. Moi-même, j'ai pris la tondeuse du coiffeur qui coiffait les garçons là-bas. J'ai rasé la tête de l'enfant complètement. Comme ça, s'il va attraper, il n'aura plus de cheveux pour attraper. Donc, cette période-là passe. Entre-temps, je suis toujours dans la démarche de chercher du travail en catimini et chercher comment je peux partir là-bas sans mort, sans que quelqu'un ne soit mort. Un jour, il dit, tu commences à m'énerver, tu commences à me faire chier, j'en ai plein le cul, espèce de pute, tu n'as rien dans la tête de toutes les façons, tu n'es qu'une conne. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Est-ce que j'ai encore fait quelque chose? Tu parles, c'est les problèmes. Tu ne parles pas, c'est les problèmes. Donc, du coup, quand il parlait, à partir du moment où son fils est arrivé, quand il m'insultait, pute, lesbienne, machin, moi aussi je l'appelais pédé, enculé et tout. Donc, on s'insultait comme les femmes, comme ça. Voilà, à la maison. Donc, à un moment donné, j'ai commencé à chercher. J'ai croisé une autre compatriote qui habitait sur Sainte, elle avait un appartement à Sainte. Je l'ai croisée toujours dans le même salon parce que j'ai fait pas mal de rencontres dans ce salon-là. Demande-nous dans le direct là. Pardon? Demande-nous, elle dit qu'elle connaît ton histoire. Non, elle ne connaît pas ça, je ne l'ai jamais dit à quelqu'un. Tout le monde sait qu'il me tapait, mais l'histoire que je raconte, personne, je ne l'avais jamais dit à personne. Même celle avec qui je marchais, je ne lui ai jamais dit. Je disais toujours c'est un malade, mais jamais j'ai dit à quelqu'un. Le seul endroit où j'ai dit, c'était au CIDF en 2016 et quand j'ai porté plainte. Voilà. C'est moi qui fais que Ndemanou vient à Sainte. Quand Ndemanou vient à Sainte, c'est moi qu'elle vient suivre. J'ai coupé les ponts avec elle parce que je n'aime pas moi les prises de tête. Donc, qu'elle ne dise pas, peut-être qu'elle sait qu'il me tapait, qu'il me suivait partout, mais jamais j'ai raconté cette histoire à quelqu'un. Si quelqu'un dit ça, la personne ment. C'est pas vrai. Parce que déjà, moi-même, je ne savais pas comment commencer pour le dire à quelqu'un. C'était violent. Même ce que je fais là, je me fais violence. De dire ce que je dis là, je suis en train de me faire violence. Voilà. Donc, entre-temps, je continuais à chercher où je vais aller. J'ai rencontré une autre compatriote, toujours dans le même salon. J'ai un peu parlé de la violence que je subissais et tout. Elle me dit, hé, maman, et toi, tu veux faire comment? Je lui ai dit que je veux partir, mais sauf que j'ai peur. Je veux partir, mais j'ai peur. Je ne sais pas comment faire parce que je ne veux pas qu'il y ait qu'un de mes enfants ait un problème à cause de moi. Elle me dit non. Ici, tu as la possibilité de continuer avec la procédure que tu as commencé au tremplin, on te loge. J'ai dit, et si on me loge, il vient m'agresser là-bas avec les enfants. Elle fait comment? Elle dit, dans un premier temps, ils vont te protéger. La même période, il m'a encore tapé. J'ai porté plainte. Il m'a menacé avec un couteau. Des couteaux de boucher avec le bout pointu là. Que si tu ne pars pas retirer la plainte là maintenant, je vous fais disparaître tes enfants et toi. Parce qu'en général, pour me faire réagir, il parlait toujours de mes enfants. Il a compris que la corde sensible, c'était mes enfants. Le même couteau qui m'a menacé avec, un jour, sans histoire, on n'avait pas de problème. Il est parti se coucher, l'enfant dormait déjà. Il avait pris, je ne sais pas, je crois qu'en dehors de l'alcool qu'il buvait, je pense qu'il devait prendre une drogue, mais que je ne connais pas. Il dormait, mais bien profondément. Je suis allée à la cuisine, j'ai pris le même couteau, je suis allée me placer au-dessus de lui, comme ça, j'ai soulevé la main droite. Je voulais lui planquer ça dans la gorge. J'ai lancé la tête, j'ai vu mon enfant coucher. J'ai senti comment mes mains sont descendues tout seul. Je suis allée encore remettre le couteau en place, je suis allée me coucher au canapé, au salon. J'ai dormi. Mais je crois que lui, il n'a pas su parce que c'est moi qui sais ce que j'ai fait. Après ça, dans ma tête, j'ai commencé à dire, si je ne pars pas, s'il ne me tue pas, moi-même, je finirai par le tuer. Voilà, on attaque 2008. On arrive à 2008. C'est le mariage de ses parents, l'anniversaire du mariage de ses parents.
Il dit qu'on part à Nancy. J'ai dit, j'ai pas envie de partir, je ne pars pas. Il dit, ok, tu ne pars pas, je pars avec l'enfant. Mais tu connais, si je pars avec l'enfant, c'est ton problème, hein. J'ai compris, parce qu'après, c'est devenu un code, que si pas avec l'enfant, quelque chose peut arriver à l'enfant et ça serait de ma faute. Ah bon, j'ai suivi, nous sommes partis à Nancy. Mais je n'étais plus bien dans ma tête, je commençais déjà à péter les câbles, mais violemment. Nous sommes allés à Nancy, quand nous sommes arrivés à Nancy, j'ai approché la femme de son grand frère et sa femme est médecin. J'ai approché la femme de son grand frère parce que l'anniversaire du mariage se passait chez son grand frère, pas chez eux. J'ai commencé à boire du vin. Je ne supporte pas le vin. Et c'est le vin que je buvais. J'ai tout évité, c'est le vin que je buvais parce que le vin, je ne supporte pas. Mais je savais très bien ce que je faisais et je savais ce que je voulais faire. Parce que quand je suis arrivée là-bas, la façon dont il a porté l'enfant, déjà la position dont il était assis, si on disait à quelqu'un que c'est le même type qui nous tue à la maison tous les jours avant qu'on ne meure pas, personne n'allait croire. Si on disait, je dis dans ma tête, mais le type, comment il arrive à être bizarre, donc c'est quelqu'un qui a plusieurs personnalités en fait. À la maison, c'est quelqu'un d'autre. Quand on sort en route, c'est bras dessus, bras dessous. Je suis au salon avec mes amis, il apporte des bouquets de fleurs, genre, il m'aime trop, devant les gens, comme ça, on dit, oh, il t'aime, il t'aime. À la maison, c'est le diable. Chez ses parents, il était, oh là là, je n'avais jamais vu aussi un père porter son enfant d'une façon avec douceur. J'ai pété un câble. J'ai d'abord commencé à chanter la sauvagerie, parce que chez nous aussi, on chante la sauvagerie, même pendant les deuils et tout ça. J'ai dit, je vais les faire goûter ce que je vis tous les jours avec mes enfants, ici, aujourd'hui. Mon premier fils n'était pas là, il était resté à Sainte, puisqu'il avait son ami chez qui il partait souvent dormir. Donc, j'ai commencé à chanter la sauvagerie. Au départ, il rigolait, mais ça ne me faisait pas rigoler, moi. Et après, je me suis défoulé sur lui. Thierry, Eric, je vais te tuer. Tu es un diable. Tu es un sorcier. Tu m'as détruit. Tu m'as tué avec mes enfants. Pourquoi tu me fais ça? Je vais te tuer. Je vais te tuer. Tout le monde. Et la femme de son grand frère, qui est médecin, est sortie. Elle a dit, cette femme-là, cette fille-là, vous voulez nous faire croire qu'elle n'est jamais heureuse. Cette fille-là n'est pas heureuse. Elle a un gros souci là où elle est. J'ai pleuré. Pleurer, je vais te tuer. Tu n'es qu'un vampire, sorcier, monstre, je vais te tuer. J'espérais que le lendemain, on demande de faire une assise pour savoir ce qui ne va pas. Mouf, est-ce que c'est comme chez les Africains où on fait l'arbre à palabre là? Quand il est rentré le matin, dès qu'il s'est réveillé, il a dit, il lève son petit doigt là comme ça là. Il dit, démerde-toi là tout de suite, tu vas demander des excuses à mon père et ma mère. Tout de suite. Je n'ai pas insisté, je n'ai pas résisté, je me suis levée, je suis allée demander des excuses. Mais j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Parce que c'était exprès. Je voulais foutre la merde comme ils nous faisaient vivre, parce que chez nous c'était quotidien. Alors que là-bas, ils goûtaient seulement un peu de temps en temps. Donc, une fois, bon, ça risque plus de se produire, puisque je savais que je vais partir de chez lui. J'étais arrivée à un point avec lui au point où, quand il sortait le matin pour partir au travail, c'est en ce moment-là que je me couchais pour dormir. S'il ne me droguait pas, que je dorme, que je me retrouve le matin réveillée, j'avais du mal à dormir. Je suivais les chaînes, je zappe. Pendant qu'il est en train de partir au travail, c'est là où je me couche aussi pour dormir. Quand 16h30 arrive, je commence à faire le décompte. Il dit, quand est-ce qu'il va arriver? Et quand il arrive, je regarde d'abord l'état de ses yeux, son visage. Je dis, qu'est-ce qu'il va... C'est ce que je me disais dans ma tête. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer? Il va me taper, il va m'insulter. Donc, j'attendais que ça se passe. Donc, c'était déjà comme ça dans ma vie avec lui là-bas. Donc, au courant de la même année 2008, j'ai dit là, ça ne va plus. Je veux partir au Cameroun. Il a insisté jusqu'à ce que nous sommes partis au Cameroun ensemble. Sauf que le vol qu'on a pris à Roissy-Charles de Gaulle... Tu es parti au Cameroun avec lui, avec tout ce qu'il te faisait ici en France. Ma soeur, j'étais sous son emprise.
Et en même temps, si je ne voulais pas qu'il vienne avec moi, je n'avais pas l'autorisation parentale pour avoir le visa de l'enfant. L'enfant est français. Donc, il jouait avec ça. C'est avec ça qu'il jouait. Donc, si je ne voulais pas qu'il vienne, il ne me donnait pas l'autorisation parentale. Donc, pour prendre le visa, il a dit qu'on prend les deux visas ensemble. Donc, on a pris les deux visas ensemble. Son visa et le visa de l'enfant. Sinon, il ne me donnait pas, il me faisait pas prendre le visa. Parce que c'est avec ça qu'il jouait. Donc, on arrive à Roissy-Charles de Gaulle. Le vol qu'on a pris, je dis ça parce que s'il y a des personnes qui entendent ça, ils vont comprendre que ce que je dis est vrai. Je ne raconte pas des histoires parce qu'il y a plein de choses dans des différents endroits qui se sont passés. Donc, à Roissy-Charles de Gaulle, on monte dans l'avion Air France. Sauf que dans cet avion-là, il y a un Camerounais qu'on est en train de vouloir rapatrier. Et moi, avec les cris que j'entendais tellement les cris que moralement, je n'étais plus bien, je ne supportais plus les cris. Donc, le monsieur se met à hurler, il crie, oh, je ne veux pas rentrer, oh, il pleurait. À un moment donné, c'est comme si j'étais entrée en transe. Je me suis levée, j'ai commencé à sauter et dit, faites-le descendre, je n'entends que ça depuis que je suis en France, je vais devenir folle, arrêtez, faites-le descendre. C'est comme si j'étais entrée en transe. Quand j'ai commencé, tout le monde s'est levé jusqu'à ce qu'on l'a fait descendre. Et le malade me dit, à l'oreille, dans l'avion, ah, il faut faire attention, parce que la policière qui est passée, elle peut prendre ton numéro de siège, on te répète, quand tu reviens, on te rapatrie. Parce que c'était à l'époque de Nicolas Sarkozy. J'ai dit, on me rapatrie que je n'ai pas un chez moi. On me rapatrie, ça fait quoi? Voilà, on arrive au Cameroun. Au Cameroun, je suis chez moi. À l'époque, j'avais encore toute la famille à la maison. Enfin, la plupart de ma famille à la maison. Donc, on arrive là-bas, il veut me faire ce qu'il me faisait ici dans la chambre, qui va faire ce qu'il veut de... ne me salue pas, ne me touche plus. Donc, quand nous sommes arrivés là-bas, je le voyais comme les cacas. Donc, le Jacques, je ne supportais même pas qu'il me touche. Du coup, quand il s'est levé le matin, quand il avait fini de prendre son déjeuner, il sortait, il partait. Donc, de toutes les façons, il a les femmes partout au Cameroun. Hein. Il a les femmes partout au Cameroun. Et ça, je le savais. Mais bon, je voulais qu'il parte. J'espérais qu'il tombe sur une. Il tombe vraiment amoureuse. Il me laisse tranquille. Et que après, ça finit comme ça. Au moins, chacun fasse sa vie de son côté sans mort d'homme. Un jour, il se lève. Oh, je ne reste plus, je vais rentrer. Donc, finalement, il est rentré avant nous. Il rentre. Je reste avec l'enfant. L'enfant reste tombé malade. Je l'appelle pour lui dire que l'enfant est malade. Il dit, tu voulais rester au Cameroun, démerde-toi avec lui. C'est mon ex qui m'a encore payé la facture de l'enfant à la clinique. Je ne sais pas si tu comprends. Pour celui qui veut se faire passer pour bon père, papa d'enfant, machin, alors qu'il n'a jamais rien payé. Donc, quand je rentre du Cameroun avec l'enfant, je suis toujours dans la démarche de chercher comment faire pour partir. Il y a Landry Martin, Landry et Vanna qui demandent si tu ne vas pas travailler aujourd'hui. Pardon? Ils demandent si tu ne vas pas travailler aujourd'hui. Moi, je suis une couche tard, réveil tôt. Je suis déjà habituée. Donc, et surtout que j'ai envie de vider mon sac et surtout demander de l'aide au peuple du monde et aux juges assoiffés de la vérité. Parce que je ne veux que la vérité, je ne supporte pas moi les mensonges. Je ne suis pas parfaite, mais je veux que la vérité sorte et surtout pour mon enfant. Voilà. Donc, quand je rentre du Cameroun, je suis toujours dans la même démarche. Quand j'arrive en France, quand nous sortons, il faut toujours que ce soit bras dessus, bras dessous, hein, alors que je ne supporte que, je dis que même me toucher, quand il me touchait, j'avais l'impression qu'il allait mourir. Mais comme j'étais encore chez lui, à l'extérieur, parfois il prenait ma main, même sans le vouloir, je me retrouvais en train de tirer mes mains comme ça en haut. Quand il arrive à la maison, s'il veut se servir de mon corps, je ne durcissais plus, je me laissais faire. Je disais, fais ce que tu veux, et comme ça, après, ça passe. Ou alors, si tu veux que je t'encule, je t'encule. Si tu veux, machin, c'est mes couilles, fais ceci, je fais. Donc, pour qu'il me laisse tranquille. Donc, je faisais tout son cinéma qui voulait des tralala, pour qu'il me laisse tranquille. Surtout pour mes enfants. Donc, au courant de la même année, j'ai vu la compatriote, je lui ai dit, pardon, j'ai envie de partir, parce que là où je suis là, si je reste là-bas, moi-même, je risque de tuer quelqu'un. Je lui ai dit, si je reste là-bas,
je suis sûre que je vais finir en prison. Parce qu'au rythme où ça arrive là, ça ne va plus. Parce que c'était au quotidien. Je ne vais pas citer tous les bagarres et tout, parce que le commissariat de Sainte nous connaît. Hein. Que ce soit quand j'étais chez lui ou même quand je suis partie de chez lui, le commissariat venait chez moi quasiment tous les jours. Hein. Donc, elle a dit, ok, c'est quand tu veux, tu me dis. Donc, je l'ai appelé un jour, je lui ai dit, ma soeur, pardon. Pour un peu de temps, le temps que je trouve quelque chose, garde-moi d'abord avec mes enfants. Elle a accepté. Il est parti au travail. Ce jour-là, on n'avait même pas eu de problème à la veille. Il est parti au travail. Je suis restée, j'ai pris l'essentiel, les papiers de mes enfants, mes papiers. Vraiment l'essentiel. Déjà, je n'avais plus de vêtements quand j'étais à Sainte. J'avais un pantalon que j'ai porté parce que ça s'est déchiré sur moi. Donc, j'ai pris l'essentiel. Je suis partie avec la compatriote chez elle. Sauf que 2 jours après, j'ai trouvé du travail dans les huîtres. J'ai trouvé du travail dans les huîtres. À l'époque, il avait 2 voitures. N'ayant pas de voiture, je ne peux pas faire les huîtres. Donc, j'étais embêtée. Et ma compatriote, là aussi, à l'époque, elle ne travaillait pas. Donc, je voulais m'arranger avec elle pour utiliser sa voiture le temps des huîtres. Et après, je lui donne quelque chose en compensation. Donc, malheureusement pour moi, 2 jours après, monsieur passait déjà toutes ses soirées là-bas. Je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas de quoi il parlait souvent parce qu'elle m'avait donné une chambre que quand il arrivait, dès qu'il était là, moi je quittais moi pour aller dans la chambre qu'elle m'avait donné dormir moi. Même si je ne dormais pas, je restais dans la chambre. Et apparemment, elle a parlé de ça avec lui et il a proposé qu'elle me dise qu'il me donne sa voiture pour travailler. Elle a dit oui, j'ai dit oui, quand elle m'a proposé ça le lendemain, j'ai dit oui, s'il veut me donner sa voiture pour travailler, je prends pour travailler, mais ça ne veut pas dire que je vais rentrer chez lui, je ne rentre pas chez lui. C'est juste que je veux travailler, je veux m'échanger les idées. Et le lendemain, il est venu, il m'a donné la Zantia, sa Zantia qu'il avait à l'époque. Donc je suis partie au travail, il avait la Zantia et une autre voiture. J'ai confirmé pour les huîtres et j'ai commencé 2 jours après. Quand j'étais à presque 3 semaines chez la compatriote, un jour je sors du travail des huîtres, j'arrive chez elle, elle me dit, Valérie, tu sais, j'ai les étrangers qui vont arriver chez moi, il faut que tu partes. Maman, dans la nuit, l'hiver, avec l'enfant. J'ai dit, bon, tu ne veux pas me laisser dormir demain, même au salon. J'ai dit, je me couche au salon, sur le tapis. Demain, je cherche où je vais partir. Elle me dit, non, j'ai les gens qui viennent chez moi. J'ai dit, ok, j'ai compris. Je suis montée chez elle, j'ai porté les trucs. Comme sa fille était à côté, sa fille a dit, viens, tu restes chez moi. Et sa fille habitait pas loin de chez elle. Sa fille m'a pris avec mon petit dernier. Et mon premier fils, son fils lui a dit, lui c'est mon ami, il dort dans ma chambre. Il ne part pas, il va rester avec moi donc. Elle a laissé, mon premier fils est resté là-bas. Pendant que j'étais chez sa fille, j'ai continué à travailler aux huîtres. Un jour, je rentre des huîtres, ils viennent tambouriner à la porte. Avant les huîtres, non, je travaillais, je faisais déjà les huîtres. Donc un week-end, c'est un ami compatriote qui me dit, quand tu vois les gens ont 2 téléphones là, toi regarde comment tu es belle, tu fais quoi? Achète un numéro, on te passe l'annonce, tu cherches ton agent. Si tu ne veux pas, tu travailles, tu nous donnes à manger. Comme tu fais ta villageoise. Tu ne veux pas tout le monde a 2 téléphones. C'est comme ça que je comprends que, ah d'accord, donc monsieur voulait me mettre sur Viva Street pour que je cherche l'argent. Pour lui. C'est comme ça que je comprends. Donc, je faisais des huîtres. Et quand je rentrais le soir, quand l'enfant dormait, je pouvais faire ma part d'argent de 2 personnes. Après, je dors, je sais que je me lève à 4h30 du matin, je me lève pour partir au travail. Donc, c'est comme ça que j'ai compris ce que c'était que Viva Street. Un soir, nous sommes à la maison, je sors du travail, je prends ma douche, pendant qu'on est en train de discuter avec la petite. Il vient, il commence à tambouriner à la porte. Quand elle a regardé, elle a vu que c'était lui. Elle vient, elle me dit, c'est Eric, c'est Eric. J'ai dit, quel Eric? Elle dit, Eric, le père de l'enfant. J'ai dit, ouais, pardon, n'ouvre pas la porte, appelle la police. Elle a appelé son petit frère, parce que son petit frère aussi est baraqué. Il est venu avec mon fils.
Non, sauf que avant qu'il n'arrive, elle s'est approchée de la porte, elle a dit, j'ai appelé mon petit frère, il arrive, t'inquiète pas, il va te trouver là devant la porte, tu vas lui dire ce que tu fais là devant ma porte. Pute, espèce de grosse pute, vous n'êtes que des putes, vous êtes tous des putes. Elle a dit, mais tu n'entres pas chez moi, tu pars chez ma mère, pas chez ma mère, tu n'entres pas chez moi. Donc, avant que son petit frère n'arrive, apparemment, il était parti parce qu'il est arrivé, il ne l'a même pas croisé aux escaliers, donc il était déjà parti. Donc, je finis avec la période des huîtres. Quand je finis avec la période des huîtres, je lance l'annonce. Quand j'ai lancé l'annonce, j'ai sauté l'étape là. Quand j'avais lancé l'annonce pour la première fois, mon premier client c'était Frédéric. En 2008 là. Mon premier client c'était lui, il m'appelle. Il me dit, tu vois, est-ce que j'ai un problème avec ça? Si tu veux, tu peux même venir habiter ici. J'aménage la table, comme je t'avais expliqué, et tu travailles. J'ai dit que je ne veux plus vivre chez toi et tu n'as pas compris que je ne veux plus vivre chez toi. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Oui, mais tu peux quand même m'accepter comme client. J'ai dit que même tu me donnes tout l'argent du monde, je ne veux pas. Je refuse ton argent. Attends, arrête. Quand tu as passé ton annonce, ton premier client, c'était lui. C'est lui qui... J'ai dit que le premier coup de fil, c'était lui. Comment il a su que c'était toi? Il passait son temps sur Viva Street. Même quand je vivais là-bas, il passait son temps sur Viva Street. C'est comme ça que j'ai compris qu'il passait son temps parce que même quand il ne travaillait pas, il était tout le temps en train de partir. Il vient, il part, il vient, il part, il vient. Combien de fois il est rentré à la maison avec l'odeur de la chatte sur sa bouche? Mais il veut toujours m'embrasser et que moi je repousse, il force. Tu fais quoi? Je savais ça, je le savais. Il appelait tout le temps, tout le temps. Il passait son temps sur Viva Street toute la journée. Bon, quand lui t'a appelé, tu n'as pas su que c'était lui. Quand il a appelé en numéro privé. Et c'est après que la petite m'a dit non, les appels privés ne décrochent plus. Elle m'a fait aussi ça. Si j'avais vu son numéro, puisque son numéro de l'époque, je l'avais en tête, je n'allais pas décrocher. La fille t'a dit de ne pas décrocher. Elle faisait ça. C'était un peu comme un mode de vie à l'époque. Attends, ce n'est pas pour saboter ou pour quoi que ce soit. Pour moi, à l'époque, quand j'ai vu, c'était comme un mode de vie là, à cette époque-là. Je voyais tout le monde, à peu près tout le monde avec deux téléphones, donc voilà. Ok. Donc voilà. Je lis les commentaires, donc je te pose aussi les commentaires par rapport à ce qu'il dit, pour ne pas tout rester. Il n'y a pas de souci, je reprends au fur et à mesure. Donc, je lui ai dit, même si tu me donnes tout l'argent du monde, je ne prends pas. Quand j'étais chez toi, tu ne me donnais rien. C'est maintenant que tu veux me donner quoi? J'ai dit, tu ne vas rien me donner, je ne prends rien. Pendant la période là, je fais une autre démarche pour partir au Cameroun. J'ai besoin d'autorisation parentale pour le visa de l'enfant. Mon Dieu, casse-tête chinois. Il a tout fait jusqu'à ce que il a flatté ma copine avec qui je marchais à l'époque, qui vivait hors de Sainte. Elle est venue me chercher pour m'amener chez lui, pour qu'il couche avec moi, pour me donner l'autorisation parentale. Je ne sais pas si vous comprenez le truc. On comprend très bien. Il m'a donné l'autorisation parentale, je suis partie au Cameroun. Les périodes où je pars au Cameroun, là, si je ne partais pas au Cameroun, je serais en asile. Je devais être dans les asiles psychiatriques, là. Parce que moralement, je n'étais pas bien. Donc, j'arrive au Cameroun, je passe mon séjour tranquillement, et après je rentre du Cameroun. Quand je rentre du Cameroun, je trouve que j'ai un courrier dont le conseil général m'avait attribué un logement. Oh, la fête, tu ne pouvais pas savoir la fête. Donc, quand je pars de là, en 2000, j'arrive, mon logement, je vais aménager dans mon logement au début de l'année 2009. Donc, j'attendais seulement que la date arrive. Je commençais déjà à jubiler. Oh, j'ai déjà une maison. Oh, j'ai déjà ma part de petite maison. Dès que la date est arrivée, j'ai intégré ma maison. Maman, c'est là où une autre version de calvaire a commencé avec Ferry et Eric. C'est là où un autre calvaire a commencé. Il n'était jamais loin de chez moi. Jamais loin de chez moi. Je sors le matin pour amener l'enfant à l'école. Il me suit. Il m'arrache l'enfant en main. Oh, salope. Oh, pute. J'ai dit que j'avais la course à Sainte. Les mamans qui
marchait souvent sur la route pour mener les enfants à l'école à l'époque pour témoigner si elles suivaient cette émission-là. Je cours, je pars, j'attends à côté de l'école Jean Jaurès où l'enfant était scolarisé. Quand je vois, il entre avec l'enfant. Là, je commence à marcher doucement, mais en regardant derrière parce que je connais le phénomène. À un moment donné, je vois il est en train de sortir en courant. J'ai pris un marathon. Je suis allée entrer dans le tabac qui n'était pas loin de là. Quand il m'a vu rentrer au tabac, il a fait demi-tour, il est parti. Et pendant que l'enfant était scolarisé là-bas, il était à la maternelle, j'allais souvent voir la maîtresse pour savoir comment ça se passait à l'école avec l'enfant et tout, parce qu'il était speed. Hein. Ah, j'ai oublié de vous dire comment il attachait l'enfant comme le chien hein, chez lui, parce que là-bas, que je sois là ou pas, dès que l'enfant finit de manger, l'enfant n'a rien fait, l'enfant ne lui demande rien. Je suis en train de jouer avec l'enfant où je porte l'enfant sur mes pieds. Il prend l'enfant, il va mettre l'enfant dans le berceau en bois qu'il avait acheté à troc.com à 20 euros. Il prend la corde comme les cordes de chèvre. Il attache l'enfant dans le berceau. J'étais tellement fatiguée de voir mon enfant attaché que quand il partait au travail, je prenais le temps et la peine de montrer à l'enfant comment on détache doucement, doucement, jusqu'à ce que à 2 ans pile poil, quand il attachait l'enfant là, il s'est détaché tout seul. Parce que quand il partait au travail, je passais mon temps à lui montrer comment détacher. Donc quand il attachait, je savais que l'enfant savait déjà détacher. Je reste au salon, au canapé, tranquille. Quand il détache, il reste dans son lit tranquille, il joue. Il ne fait lui rien, il ne dit rien. Voilà. Donc j'avais sauté cette étape-là qui est aussi meurtrie parce que c'est une étape où quand l'enfant pleurait, j'avais l'impression que mon cœur est en train de saigner, mon ventre se remplit du sang. Et tout ça pour rien, hein, parce qu'on ne va pas dire que l'enfant a fait quelque chose, l'enfant a cassé. Non. Pour son plaisir, qu'il voit l'enfant pleurer, il est content. J'aime quand tu pleures, pleure. J'aime quand tu pleures. Les gens s'y me taquinent, hein. Elle dit que quoi? Donc, pardon? J'ai dit les commentaires là sont relevés, maman. Oui. Donc, quand je reviens chez moi dans mon logement, mon nouveau logement, quand il a vu que j'insistais toujours que je ne voulais plus qu'il vienne chez moi, je ne voulais plus qu'il entre chez moi, parce que je savais comment ça pouvait se terminer. Un jour, j'étais chez ma copine, elle avait déjà déménagé de là où elle était à Sainte, pas loin de chez moi, pas loin du tabac où je suis entrée quand il m'a arraché l'enfant. Donc, j'arrive chez ma copine, l'enfant était en train de dormir et à la veille, l'enfant sortait de chez lui avec une entorse. Il est venu me laisser l'enfant. L'enfant avait les yeux bizarres. L'enfant avait les yeux bizarres. Je ne savais pas où il faisait quoi l'enfant. Je ne savais pas. Ma copine m'a même dit ce jour-là, porte plainte. Parce que quand j'arrive, je sortais de chez le généraliste. Je gare la voiture pour expliquer ce que le généraliste a dit. Puisqu'il n'y avait pas de fracture, c'était une entorse. J'arrive, je n'ai pas vu sa deuxième voiture garée quelque part. Donc, je crois qu'il a garé ailleurs. Il le faisait aussi quand j'étais au 10 rue de la Crête. Il garait souvent la voiture de l'autre côté et il marchait à pied pour venir m'attendre à la sortie. Donc, je me gare, je descends de la voiture. Le temps d'ouvrir la portière pour porter l'enfant parce qu'il avait mal au bras. Massa. J'ai vu quelqu'un sortir de nulle part. Déjà, sa façon d'arriver là, brusquement. Mon cœur, j'ai attrapé une palpitation. J'avais une peur que je ne peux pas expliquer. J'avais ouvert la portière, il m'a attrapé l'enfant et surtout la main qui est cassée. Il attrape l'enfant sur le côté qui a l'entorse. L'enfant a commencé à dire Ouah! J'ai seulement pris l'enfant dans ses mains comme l'œuf que ça ne s'achève pas. C'est l'ami de ma copine là, il a sauté du balcon parce que le balcon n'était pas très haut, ils étaient au rez-de-chaussée. Il a sauté du balcon, il est descendu, il a dit mais tu es malade ou quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Et lui, derrière, il attendait seulement que le monsieur lui bouscule pour qu'il aille faire le certificat médical pour porter plainte. Il dit, tape-moi, tape-moi. Parce que quand il y a un homme, il ne fait pas la force. Hein. Il aime quand c'est seulement les femmes qui sont là. Soit il aime bien acheter à boire. Il aime bien aller chez les femmes avec la boisson. Parce que tu bois un verre, 2 verres, il vous file son truc qu'il a toujours sur lui. Je ne sais pas à quel moment il met souvent. Vous buvez et après, il vous baise tous. Voilà. Les filles toujours, donc il aime les partous.
J'ai dit que c'est quelqu'un qui a une sexualité hors norme. C'est une personne qui aime la sexualité hors norme. Donc, C'est lui-même qui est quand... pédé, c'est lui-même qui aime quand on lui met le bras surtout ah la non, main ci, et ça, derrière. non, ça, il adore. Et pendant que j'étais chez lui, quand il finissait de boire son alcool, il me fait, ah, il y a une vieille là, quand je baise avec elle, je lui mets tout mon bras, ça entre dans sa chatte. J'ai dit qu'il me racontait des trucs j'ai dit, j'étais dégoûtée quand j'étais chez le type là, dégoûtée. À Tahiti, une fois, il a invité la même fille qu'il avait invitée pour une partouze dont je n'étais pas au courant au préalable. Nous sommes à la maison, le colocataire au travail avec sa femme parce que les deux travaillaient. Nous étions en train de prendre un verre dans la chambre. On discutait, on parlait de tout et de rien. Mais moi, je ne savais pas qu'il avait invité la fille encore à la maison. Mais là, l'enfant avait vers les 6 mois comme ça. Là. Après, il me dit, il y a telle qui arrive. Quand elle va arriver, on va l'attacher. J'ai dit, hé, je l'attache pourquoi? Il dit, non, on va l'attacher, tu vas voir. J'ai dit que non, pardon, je n'attache moi personne. Je ne connais pas ça. On m'a jamais appris qu'il faut attacher les gens. Je ne l'attache pas moi. Et après, je me suis retrouvée, c'est moi qui étais là, j'étais couchée à côté là, comme le tendon de la face. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais nue. La fille était au milieu. L'enfant était sur son ventre. Le monsieur était à côté avec... Donc tu es dans le drogué encore. J'ai dit que mon cerveau était brouillon quand j'étais chez le malade là. Il y avait des moments où je me posais des questions, est-ce que je suis vraiment normale? À un moment donné, j'ai même douté de ma moralité. J'ai cru que j'étais vraiment folle, comme il me disait que j'étais folle. Tellement il me mettait des trucs à tort et à travers, et j'ai des moments de blackout. Je ne peux pas dire ce qui se passait. Et mon cerveau était souvent brouillon quand j'étais là-bas. Donc, j'ai sauté aussi l'épisode où l'enfant était toujours vers cette période-là, 6 mois, où il m'a donné la drogue, il m'arrache l'enfant dans les mains, il pose dans le lit alors que j'essayais de lui faire dormir. L'enfant a commencé à pleurer, il sautait dans son berceau. Il m'a poussé vers l'avant dans le lit, soulevé mon habit devant l'enfant, il commence à me prendre. Et je ne savais pas comment me défendre parce que j'étais père. J'étais père, je sentais comment mon corps. Devant l'enfant. Je ne connais pas. Donc après, quand il finit, il t'arrange, il te met dans le lit et tu te réveilles, tu te trouves dans le lit. L'enfant était en train de pleurer, il sautait, il pleurait, voilà, voilà. Donc voilà, des trucs comme ça. Donc, je reviens chez moi au 10 rue de la Crête à Sainte. Quand je vais à l'école, je dépose l'enfant, je vois la maîtresse. Au départ, la maîtresse et moi, on communiquait sans problème. Mais à un moment donné, j'arrive à l'école maternelle, hein. La maîtresse de mon enfant me dit, mais apparemment, votre enfant raconte des histoires, il dit n'importe quoi. Je dis, comment ça? Elle me dit, mais son père dit qu'il dit n'importe quoi, qu'il ne faut pas qu'on croie toujours en ce qu'il dit. Je dis, depuis quand? Et après, je me suis rendu compte que quand j'arrivais, j'allais prendre les informations, puisque l'enfant suivait déjà les psychologues. Il a commencé à suivre les psychologues, il n'avait même pas 2 ans. Il a commencé à suivre les psychologues, on était encore chez lui. Donc, quand j'arrivais à l'école, elle me donnait plus d'informations. À un moment donné, c'est la directrice qui m'appelle pour me dire, l'enfant est venu à l'école, il a fait beaucoup de sang et ses caca étaient mous. Ma soeur, j'ai pensé à tout, sauf à que on pouvait vite que le père de l'enfant Valérie, on va, pour ce soir, c'est catastrophe ce que tu vas continuer à raconter. Parce que ton histoire, j'ai dit, comme tu dis que l'enfant est rentré, l'enfant saignait avec les caca et tout ça là, et puis qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'était à l'école, parce que à l'école, quand ils veulent faire caca, il y a des ASEM qui les accompagnent aux toilettes. Pour les enfants de la petite section, il était à la maternelle encore à l'époque. Donc, c'est la directrice de la maternelle qui m'a appelée à la maison en me disant ça au téléphone. Et elle m'a demandé ce qui s'est passé. J'ai dit, je ne sais pas, il était chez son père, il est rentré hier soir, il a dormi ici. On n'a rien fait de spécial, rien ne s'est passé de spécial. Moi, j'ai plutôt pensé au fait que moi,
un problème avec le foufou manioc. Quand je mange le concombre, ça me donne la dysenterie. Donc, je peux faire le sang et tout. Sincèrement, je ne pouvais pas penser au fait que ce type-là aille jusqu'à ce niveau. Bon. J'avais peur pour mon Valérie, enfant, uniquement pour la violence. Valérie, tu sais, l'histoire devient déjà très intéressante. On va faire ça en 2 fois. Parce que là, je ne tiens plus. Et tu sais que je suis Tata Lolo. J'ai peur de dormir devant la caméra. J'ai peur de dormir devant la caméra. Parce que tu m'as déjà raconté l'histoire. Je sais qu'à partir de cette partie, ça devient très intéressante. Voilà, je n'ai pas encore À tout raconté. partir de cette partie-ci, que je comprends oui, à qui j'ai affaire. oui, à partir de cette comprends partie, l'affaire devient très intéressante parce que l'enfant a été aussi une victime. Mais, Oui, voilà. sans te mentir, mon corps n'est pas la machine. Avant-hier, c'était samedi à Paris, là. Je me suis beaucoup amusé. Ouais, Dimanche, j'ai vu un c'était Facebook hier, non, qui- hier, Oui, je c'était me suis hier. beaucoup amusé. Donc, je suis rentré à la maison samedi, dimanche, parce que Luce doit aller à l'école demain. Et bientôt, elle va à la rentrée. Elle va en vacances. Donc, je dois être là. J'ai ce truc de l'école Donc, demain, on va que je dois pouvoir remplir. assister Et ici. mon corps n'est pas la machine. Moi, je me sacrifie pour vous comme ça, là, maman. Je risque de dormir en direct. Et ils vont prendre les captures là pour dire que, yeah, la femme qui dort déjà en direct. Ça, savoir que c'est parce que toi aussi, tu m'as bousculé. Depuis aujourd'hui. Non, c'est normal, tu as envie de parler. C'est normal, je t'en veux pas, maman. Tu m'as bousculé. J'ai vu que vraiment, tu avais envie de parler. Tu m'as appelé à toutes les minutes. J'ai dit, cette femme, si elle a besoin d'être écoutée. Donc, je vais me sacrifier après le live de la petite. Surtout, parce qu'il faut que je le dise avant que tu ne clôtures la première partie, surtout que tout peut m'arriver à n'importe quel moment. Hein. Ça, il faut le savoir. Donc, on peut Parce que sauver c'est une en vie. 2016 que je me rends compte que la mère de son premier enfant, il tapait. Le premier fils a été traumatisé à 2 ans, il ne supportait plus rien, parcours psychologique chaotique. Deuxième, il a enlevé l'enfant à la mère. Et après, il a Bon, fait c'est que je disais que les commentaires, tu sais que les directs, quand ils n'ont pas encore écouté une histoire, les commentaires ne sont pas trop favorables à ta personne. Mais faut pas que tu te décourages. Va jusqu'au bout. Demain, on leur donne... Attends, ma chérie. Demain, on leur donne rendez-vous. À partir de quelle heure pour toi? Quelle est l'heure que ça t'arrange? Ah, moi, à 18h, je suis chez moi. Donc, on peut commencer à 20h si tu veux. Non, je n'ai pas envie de dormir tard demain. Donc, disons, bon. Parce que 19h, voilà. si tu veux. Donc, 20h, c'est bon. Parce que si on n'écoute pas jusqu'à la fin, on ne va pas comprendre. Voilà. Oui, on va faire ça en 2 phases. Donc, demain à 20h. Ferry et Eric, ancien marin. Et je ne suis pas responsable de ce qu'elle dit. J'ai une émission à cœur ouvert. Elle a dû parler à cœur ouvert. Demain à 20h, on vous donne rendez-vous. Valérie Hans, qui est connue beaucoup dans le milieu, dans certains milieux, que ses amis vont... Je suis connue partout dans le monde. Dans le monde. Et ses amis, demain 20h, on vous donne rendez-vous. J'en peux plus, je peux plus. C'est vrai que ma famille ne serait pas très contente de moi, mais à un moment donné, il fallait que ça sorte. Je suis fatigué. Demain à 20h. Merci beaucoup. À demain. Valérie, laisse un dernier message pour donner rendez-vous aux personnes qui veulent continuer à suivre ton émission demain. Oui, donc je demande aux personnes qui sont connectées de se reconnecter demain à 20h pour la suite, parce que si vous n'écoutez pas jusqu'en 2016, vous n'allez pas comprendre à qui l'enfant qui n'a rien demandé a affaire. Voilà. Okay. Et j'appelle aussi à l'aide au peuple du monde et surtout aux juges qui ont soif de la vérité. Et je demande aussi à d'autres victimes de dénoncer parce qu'il part partout. Actuellement, il est en Guyane. Il partait au Gabon, il partait au Cameroun, même sans être avec moi, il était souvent au Cameroun. Donc, en Asie, partout, voilà. Ok. Bon, merci, on va devoir te laisser parce que tu dois te reposer demain. Tu vas merci beaucoup, ma soeur, merci beaucoup. À demain 20h. À demain 20h. Et... Il est 2h, chance pour moi, j'aurai un peu de temps pour dormir. Tes crayons, les t-shirts Lolomania sont disponibles
chez la reine mère de l'Olomania, Julien Zombie. Et n'oubliez pas que dans quelques jours, Tata Lolo sera au Cameroun. Si vous voulez encore motiver Tata Lolo pour les enfants, les déplacés du Nozo, vous avez mon numéro de téléphone, vous pouvez faire un Western Union ou un MoneyGram, RIA, pour ces déplacés-là qui ont besoin de nous. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Dès demain, nous allons vous donner tout ce que nous avons. Stéphane ne dort pas encore. Parce que s'il ne dort pas, il ne va pas dormir. Tout ce que nous avons entrepris pour le problème de la Malika au Cameroun. Mobilisons-nous. Merci. De rien, Olga. Merci. Bon début de semaine à tous. Bonne nuit. Que le Seigneur vous protège. Vous qui aimez souvent dire que vous travaillez quoi? Voilà le travail qui est travail sans salaire. Parce que je suis resté là de 22h10 jusqu'à 2h du matin. Hein? C'est le travail. Respectez-nous. Bonne nuit. Donc, vous aussi, soyez souvent indulgents dans vos commentaires. Soyez souvent, franchement, quand une femme, une mère, vient vous raconter ses souffrances, arrêtez souvent de les juger. Laissez voir jusqu'au bout. Bon, comme on ne peut pas faire un direct sans commentaire, c'est normal, c'est que vous êtes bipolaire. Vous pouvez changer d'une phrase à une autre. Donc, vos commentaires, je demande à Valérie de ne pas tenir compte, de ne pas se décourager, parce que les followers qui me suivent là, ce sont les bipolaires. Et tu peux commencer au début, ils sont contre toi, mais à la fin, tout se renverse. Donc, ne tiens pas compte des commentaires. Dis-toi qu'au début, moi-même, je t'ai posé la question que pourquoi tu es resté. C'est la même question que d'autres se posent. Donc, demain, tu vas leur en dire plus, tu vas continuer à développer, élargir ton histoire, peut-être à la fin, ils vont te donner raison. Sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit. Soyez couverts par le Saint-Esprit. Priez et chers parents, protégez vos enfants, car la jeunesse d'aujourd'hui est androïde, diabolique, satanique, par les envoyés du diable, comme Zuckerberg, qui est venu détruire la jeunesse du monde. Parce que c'est Zuckerberg le responsable. Et comme je vous dis toujours, Zuckerberg, c'est un employé du diable. Et Dieu nous a... Zuckerberg, c'est un disciple du diable. Parce que j'avais compris qu'un réseau comme Facebook, tout le monde entier est connecté. Du jamais vu. Et Dieu a envoyé ses enfants comme nous, les anges de Dieu, pour venir combattre Lucifer dans son propre terrain. Et nous allons combattre jusqu'au bout. Déclare, n'oublie pas, les t-shirts sont chez la reine mère de l'Olomania, Julien Zombie. Que le Seigneur vous garde. Je suis fatigué. Même mon corps, là, papa ne pas me toucher ce soir parce que, merci Florine, il risque d'avoir le coup de poing. Parce qu'à l'heure-ci, je suis fragile. Bonne nuit. La suite de l'histoire demain à 20h.